Nellie Mae Colton n'a pas pleuré quand Silas Drummond a fait jeter les affaires de son père dans la boue. Elle n'a pas pleuré quand la foule dans la rue principale a regardé sans rien dire. Elle a ramassé chaque objet de ses mains nues, a chargé ce qu'elle pouvait dans ses bras, et elle a marché. Elle pesait 260 livres de chagrin et de courage, et elle a marché quand même. S'asseoir dans cette boue aurait signifié qu'elle était d'accord avec chaque mot qu'ils avaient dit sur elle, et elle en avait assez d'être d'accord. Si cette histoire vous touche déjà, abonnez-vous dès maintenant et laissez un commentaire pour me dire de quelle ville vous nous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyagera. Suivez Nellie Mae jusqu'au bout. Vous allez vouloir voir où ce chemin la mène. La route qui sortait de Red Rock n'était pas une route clémente. C'était de la poussière et des rochers et la cruauté particulière d'un mois d'août dans le Colorado qui écrasait tout ce qui vivait et le mettait au défi de continuer à avancer. Nellie Mae Colton a continué d'avancer. Elle avait la Bible de son père sous un bras, un sac en toile sur l'autre épaule et des bottes qui avaient été ressemelées 2 fois. Elle lui disait très clairement qu'elle ne supporterait pas un troisième ressemelage. Elle marchait depuis 2 heures quand elle s'est arrêtée. Elle a posé son sac en toile, a mis ses 2 mains sur ses genoux et elle a respiré. C'était une femme corpulente. Elle avait été une femme corpulente pendant ses 34 années de vie. Et elle avait passé la plupart de ces années à se le faire rappeler par des gens qui croyaient que lui rappeler était une forme de service. Elle était large d'épaules et forte de hanches. Son visage, qui était un beau visage à bien y regarder, était rouge sombre à cause de la chaleur et de l'effort pour faire avancer son corps sur une route qui ne cherchait pas du tout à lui faciliter la tâche. Elle a respiré. Elle a ramassé le sac. Elle a continué à marcher. Le Ranch Hart se trouvait à 7 miles de Red Rock par la route, ou à 5 miles si on connaissait le raccourci à travers le lit de la crique asséchée derrière la propriété des Tilson. Nellie Mae connaissait le raccourci. Elle avait grandi dans ce comté. Elle connaissait chaque route, chaque rocher et chaque poteau de clôture en ruine dans un rayon de 20 miles. C'était le genre de savoir qui ne vous sauve de rien, mais qui vous permet au moins d'arriver plus vite. Elle a pris le raccourci. Elle pensait à son père quand elle a franchi la dernière crête et a vu le ranch en contrebas. Elle ne pensait pas à lui de la manière empreinte de chagrin dont elle avait pensé à lui pendant les 3 semaines qui avaient suivi son enterrement. Elle pensait à lui de manière pratique, à la façon dont il disait toujours « Nell, la seule monnaie qu'on ne peut pas enlever à quelqu'un, c'est ce qu'il sait faire. Tout le reste peut être saisi. » Silas Drummond avait saisi le reste. La maison et les 4 acres sur lesquels elle se trouvait, la vache laitière, les 2 chevaux, les provisions d'hiver dans la cave. Tout cela avait été réclamé en paiement d'une dette que son père avait signée 12 ans plus tôt, quand la sécheresse était arrivée. Les choix étaient alors d'emprunter à Drummond ou de tout regarder mourir de toute façon. Son père avait emprunté. Il avait passé 12 ans à rembourser chaque saison, chaque récolte, sans jamais manquer un paiement. Et puis il est mort en avril, avec la dette techniquement, légalement, selon l'avocat de Drummond de Pueblo, toujours impayée. D'un montant que Nellie Mae soupçonnait d'avoir été ajusté pour s'assurer qu'elle ne serait jamais entièrement réglée. Elle n'en avait pas la preuve. Elle avait 38 centimes, la Bible de son père, un sac en toile avec 3 jours de nourriture séchée et la certitude qu'elle pouvait cuisiner assez bien pour nourrir une équipe de moissonneurs en partant de rien. Elle a regardé le Ranch Hart en contrebas. Elle est descendue. La barrière avait une seule lettre gravée au fer rouge sur la traverse. H, elle s'est arrêtée un instant sous celle-ci et a regardé la maison, la grange, la cour et l'activité particulière d'un ranch en plein travail au mois d'août. Des hommes déplacèrent des chevaux, le son lointain de quelque chose qu'on martelait. Elle a serré les dents. Elle a franchi la barrière. Le premier homme qu'elle a rencontré était assis sur une lisse de la clôture, les bras croisés. Il avait l'expression de quelqu'un qui a regardé l'horizon assez longtemps pour savoir que rien de bon n'en est jamais venu. Il avait peut-être 50 ans, le visage buriné et mince, avec une moustache grise. Ses yeux l'ont parcouru avec l'évaluation professionnelle d'un homme qui a passé sa vie à juger les choses pour leur utilité et qui se soucie peu de leurs sentiments à ce sujet. « Je peux vous aider, dit-il. Je cherche M. Hart, dit Nellie Mae. Gideon Hart. Pourquoi faire? J'ai entendu dire qu'il cherchait une cuisinière. L'homme sur la clôture la regarda un long moment. Il regarda le sac en toile.
Il regarda ses bottes, qui racontaient leur histoire, qu'elle le veuille ou non. Il regarda la route d'où elle venait et calcula la distance qu'une femme de sa taille avait parcourue en août pour arriver à cette clôture. Boyd, dit-il, sans s'adresser à elle. Il appelait vers la grange. Un homme plus jeune apparut à l'entrée de la grange, peut-être 22 ans, le visage rouge à cause de la chaleur. Il avait la lassitude particulière de quelqu'un qui ne sait pas encore si cette situation est son problème. « Va chercher Hart », dit l'homme plus âgé. « Dis-lui qu'il y a une femme à la barrière. » Boyd disparut de nouveau dans la grange. L'homme plus âgé regarda de nouveau Nellie Mae. Il ne dit rien, et elle non plus. Elle n'allait pas se justifier devant un poteau de clôture. Elle s'était assez justifiée dans sa vie. Gideon Hart sortit de la grange 2 minutes plus tard. Elle avait entendu des choses sur lui en ville au fil des ans, comme on entend des choses sur tout homme qui gère une grande parcelle de terre et reste plutôt à l'écart. Qu'il était dur, qu'il était juste, qu'il avait perdu sa femme à cause de la fièvre 5 ans plus tôt et n'avait plus été le même depuis. Qu'il faisait travailler son équipe plus dur que la plupart et les payait mieux que la plupart, et que les hommes qui restaient au Ranch Hart avaient tendance à y rester longtemps. Elle n'avait pas entendu dire qu'il était grand, mais il l'était. Il sortit de la grange à un rythme mesuré, sans se presser, sans non plus jouer la patience. Il se déplaçait simplement comme un homme qui est tout à fait à l'aise avec le temps que les choses prennent. Il avait les yeux sombres et une mâchoire qui était restée si longtemps dans une expression particulière qu'elle était devenue son expression par défaut. Il avait peut-être 40 ans, peut-être quelques années de plus ou de moins. Il s'arrêta à environ 3 mètres d'elle. Il regarda son visage, pas son corps, son visage. C'était une chose si inhabituelle qu'elle le remarqua immédiatement, comme on remarque l'absence d'un son auquel on s'était préparé. « Monsieur Hart, dit-elle, je m'appelle Nellie Mae Colton. Mon père était Samuel Colton. Il a exploité la propriété à l'est de Harker Creek pendant 20 ans. Il est décédé en avril. Je cherche du travail. J'ai entendu dire que vous aviez besoin d'une cuisinière. » Gideon Hart resta silencieux un moment. « Qui vous a dit ça? » « La femme de Frank Tilson l'a mentionné à ma voisine le mois dernier. Je ne sais pas si c'est toujours vrai. » « C'est toujours vrai. » Il la regarda fixement. « Qu'est-il arrivé à la propriété de votre père? » Nellie Mae garda une voix neutre. « Silas Drummond a réclamé la dette, 30 jours après que nous ayons enterré mon père. » Quelque chose changea dans l'expression de Gideon Hart. Pas de la sympathie, exactement. Quelque chose de plus ancien et de plus dur que la sympathie. « Vous avez de la famille quelque part? »« Non, monsieur. »« Des références? »« L'église de mon père à Red Rock, le pasteur Elias Greer. Il peut vous dire quel genre de femme je suis. » Elle fit une pause. « Je peux aussi simplement cuisiner quelque chose et laisser ça parler pour moi. » L'homme plus âgé sur la clôture émit un son qui n'était pas tout à fait un rire. Gédéon la regarda encore un moment. Ses yeux sombres la parcoururent une fois, brièvement, et elle s'obligea à rester immobile. Elle s'obligea à ne pas faire ce qu'on lui avait appris toute sa vie à faire, se recroqueviller, s'excuser, se faire plus petite, comme si réduire la preuve physique de son existence pouvait rendre le regard moins inconfortable pour tout le monde. Elle ne se recroquevilla pas. Elle resta ferme dans ses bottes usées, soutint son regard et attendit. « Walt, dit Gideon à l'homme sur la clôture, prendre son sac. »« Je l'ai, dit immédiatement Nellie Mae. »« Prendre son sac, répéta Gideon, cette fois sans s'adresser à elle, répétant simplement l'instruction. Puis il se tourna et se dirigea vers la maison. « Venez, dit-il par-dessus son épaule. » Walt descendit de la clôture avec l'aisance tranquille d'un homme qui fait des choses à son propre rythme depuis si longtemps qu'il a oublié qu'il y avait une autre façon de faire. Il tendit la main pour prendre le sac en toile. Nellie Mae le regarda. « Je l'ai porté sur 7 miles, dit-elle. « Oui, madame, dit Walt. Et maintenant, je vais le porter pour le reste du chemin. » Il le dit sans condescendance, juste comme un fait. Il offrait, il ne prenait pas. Elle lui tendit le sac. La cuisine était de la plus grande pièce de la maison, et elle montrait les signes de 5 ans sans la main ferme d'une femme, d'une manière plus triste que sale. La cuisinière était Pun-Pun, un grand fourneau en fonte capable de gérer une cuisine sérieuse. Le garde-manger était organisé d'une manière qui suggérait le sens pratique sans réelle attention au système. La table au centre de la pièce était marquée et solide, le genre de meuble qui a absorbé tant d'années d'utilisation
qu'il est devenu une partie de la maison elle-même. Gideon tira une chaise de la table et se tint à côté sans s'asseoir. Nellie Mae s'assit. Il versa 2 tasses de café d'une cafetière qui était restée trop longtemps sur le feu, en posa une devant elle et s'assit en face d'elle. Il la regarda de cette manière directe et calme dont elle commençait à comprendre qu'elle était simplement sa nature. Pas impolie, sans jouer un rôle, juste présent. « Vous cuisinez pour combien de personnes ?» dit-il. « Mon père et moi, la plupart de ma vie. Des équipes de moissonneurs de 15 ou 20 personnes quand la saison l'exigeait. J'ai cuisiné pour une fête d'église de 60 personnes et j'ai cuisiné avec rien d'autre qu'un feu et une marmite hollandaise pendant une semaine quand la cuisinière est tombée en panne en janvier. Elle enroula ses mains autour de la tasse de café. Je peux gérer ce que vous avez. J'ai 7 hommes en plus de moi, 8 avec Boyd. Il est nouveau. Il regarda sa tasse. La dernière femme qui a cuisiné pour nous est partie en mars. Avant elle, j'avais un homme du Nouveau-Mexique qui savait faire 3 choses et en brûlait 2 régulièrement. Quelles sont les 3 choses? Des haricots, du pain de maïs et quelque chose qu'il appelait un ragoût et sur lequel j'ai des doutes. Nellie Mae le regarda. « Je peux utiliser votre cuisine? » Gideon cligna des yeux. C'était la première fois que son expression avait changé avec une telle rapidité. « Maintenant, vous voulez savoir si je sais cuisiner. Le moyen le plus rapide de régler ça, c'est de cuisiner quelque chose. » Elle regarda la cuisinière. « Qu'avez-vous dans le garde-manger? » Il resta silencieux un moment. Puis il se leva, ouvrit la porte du garde-manger et recula pour qu'elle puisse voir. Elle regarda pendant peut-être 15 secondes. « Asseyez-vous, dit-elle. J'aurai quelque chose sur la table dans 40 minutes. » Gideon s'assit. Il la regarda se déplacer dans sa cuisine avec l'attention particulière d'un homme qui prenait une décision importante et sait qu'il ne faut pas la précipiter. Elle se déplaçait efficacement malgré la chaleur, malgré les bottes, malgré tout ce que la matinée avait été. Elle se déplaçait comme une femme qui a passé tant d'années dans une cuisine que son corps connaît son propre chemin. Elle a d'abord préparé des biscuits, car les biscuits vous disent tout sur un cuisinier. S'il comprend la graisse et de la farine, s'il a la patience de ne pas trop travailler la pâte, s'il sait que le four doit être à la bonne température avant qu'un seul biscuit n'y entre. Elle a préparé une marmite de haricots avec du lard salé et de la sauge séchée, et la patience particulière de quelqu'un qui sait que les haricots ne peuvent pas être pressés sans conséquence. Elle a fait une sauce qu'elle préparait depuis l'âge de 8 ans. Gideon n'a rien dit pendant qu'elle travaillait. Il a bu son café, l'a rempli une fois et s'est assis à table en regardant. Walt est entré au bout d'un moment, s'est appuyé contre le chambranle de la porte et reniflé, puis a regardé Gideon avec une expression qui contenait une opinion entière, sans un seul mot. Gideon lui a renvoyé un regard sans aucune expression. Walt est retourné dehors. Nellie Mae a posé la nourriture sur la table. Des biscuits, des haricots, de la sauce et un pot de conserve qu'elle avait trouvé au fond du garde-manger, que quelqu'un avait préparé il y a 2 ans et jamais ouvert. Gideon a pris un biscuit du plat et l'a ouvert avec ses mains, comme le fait un homme qui ne fait pas de manière, qui mange simplement. De la vapeur s'en est échappée. Il l'a regardé. Il a pris une bouchée. La cuisine était silencieuse. « Alors, dit Nellie Mae. « Ne parlez pas, dit Gideon. Je réfléchis. » Elle pinça les lèvres et ne dit rien. Il mangea le biscuit. Il mangea la moitié d'un autre. Il mit de la sauce sur les haricots et en mangea un peu. Il posa sa fourchette sur le bord de l'assiette et la regarda de l'autre côté de la table. « Le salaire est juste, dit-il. Je vous dirai le montant et vous me direz si ça vous convient. Une chambre à l'arrière de la maison, petite mais privée. Vous cuisinez 3 repas par jour. Le dimanche, vous décidez de ce que ça donne. Les hommes nettoient après eux. C'est une règle de la maison et ils le savent. » Il fit une pause. « Autre chose que vous devez savoir avant de décider? » Nellie Mae resta silencieuse un moment. « Est-ce que ça vous importe pourquoi j'ai quitté Red Rock? » Gideon la regarda. « Vous m'avez dit que Drummond a pris la terre de votre père. C'est une raison que je comprends. Le reste de vos affaires vous regarde. » Elle inspira. Elle expira. « Une chose, dit-elle. Je ne serai pas traité comme on m'a traité dans cette ville, par qui que ce soit. Si c'est quelque chose que votre équipe fait, je dois le savoir maintenant. » Quelque chose bougea dans l'expression de Gideon Hart, pas de l'offense. Quelque chose de plus délibéré que l'offense. Si quelqu'un de cette équipe vous parle d'une manière qui ne convient pas à des gens qui travaillent,
Il devra me répondre, dit-il. C'est comme ça que ce ranch fonctionne. Ça fait 20 ans que ça dure. Ce n'était pas un arrangement spécial. Nellie Mae le regarda un long moment. Elle pensa à Silas Drummond, debout sur le perron de ce qui avait été la maison de son père, lui disant qu'elle avait jusqu'au coucher du soleil pour emporter ce qu'elle pouvait porter. Elle pensa à la façon dont il l'avait regardé, ce regard particulier que les hommes comme Drummond portaient comme une arme, un regard qui disait « Vous n'êtes rien et votre néant est évident et amusant pour tous ceux qui regardent. » Elle pensa aux gens qui avaient regardé et n'avaient rien dit, les voisins qu'elle avait connus toute sa vie, les femmes de l'Église qui avaient apporté de la nourriture à la mort de son père et ne pouvaient pas tout à fait la regarder dans les yeux quand les hommes de Drummond sont venus. Elle pensa aux 7 miles de route derrière elle et au fait qu'elle était toujours debout. Elle tendit la main de l'autre côté de la table. Gideon Hart la serra. Sa main était calleuse et chaude et la poignée de main était une vraie poignée de main. Pas la chose hésitante que les hommes offraient parfois aux femmes comme elle, comme si toute la force d'une poignée de main pouvait être plus qu'elle ne pouvait supporter. « Quand est-ce que je commence ?» dit-elle. « Vous avez déjà commencé, dit-il. Ce sont les meilleurs biscuits que cette cuisine ait eus en 5 ans. » Elle apprendrait plus tard de Walt, qui était au Ranch Hart depuis 11 ans et avait des opinions sur tout, que Gideon avait interviewé 4 autres femmes pour le poste depuis mars, que 2 d'entre elles avaient jeté un coup d'œil à la taille de l'équipe et à l'état de la cuisine et avaient refusé avant même de s'asseoir, que la 3e avait duré 1 semaine et pleurait tous les soirs, que la 4e avait fait ses bagages dans la nuit et était partie sans un mot, et que Walt avait trouvé sa note sur la table le lendemain matin, disant simplement que le silence était trop assourdissant. Walt lui raconta tout cela lors de sa 2e soirée, appuyé contre le chambranle de la porte de la cuisine avec sa tasse de café, et l'aisance confortable d'un homme qui a décidé qu'elle valait la peine qu'on lui parle. « Pourquoi me dites-vous ça? » demanda Nellie Mae. « Parce que je pense que vous devriez savoir dans quoi vous avez mis les pieds, dit Walt, et parce que je pense que vous allez rester et qu'il me semble juste de vous traiter en conséquence. Vous pensez que je vais rester? Vous avez marché 7 miles en août avec des trous dans vos bottes, et ensuite vous avez demandé à utiliser la cuisine avant même d'avoir été embauché, dit Walt. Oui, madame, je pense que vous allez rester. Elle se retourna vers la cuisinière. Redemandez-moi dans 1 mois. Je n'en aurai pas besoin, dit Walt. L'équipe est arrivée pour le souper ce premier soir, tous en même temps, comme le fait une équipe quand la nouvelle a voyagé plus vite que n'importe quel homme ne l'admettra. 6 hommes, plus Boyd et Walt, remplissant la cuisine de bruit, de l'odeur du travail en plein air et de l'énergie particulière de gens qui n'ont rien mangé de vraiment bon depuis plus longtemps qu'ils ne voudraient le dire. Ils s'arrêtèrent en la voyant. Elle leur tourna le dos un moment, finissant à la cuisinière, et elle sentit leur immobilité comme elle avait toujours senti l'immobilité des pièces quand elle y entrait. Le recalibrage, l'évaluation, la décision sur ce qu'elle allait être pour eux. Elle se retourna. Elle les regarda chacun à leur tour, calmement, fixement. 6 étrangers et Boyd qui avaient 19 ans et essayaient très fort de paraître plus vieux que ça. « Nellie Mae Colton, dit-elle. Je commence ce soir. Asseyez-vous avant que la sauce ne refroidisse. » Il y eut une demi-seconde de silence. Puis le plus grand d'entre eux, un homme avec une barbe rousse parsemée de gris, et le genre de visage large et honnête qui est soit exactement ce qu'il paraît être, soit une tromperie très élaborée, tira une chaise et s'assit. « Oui, madame, dit-il, et la façon dont il le dit régla quelque chose dans la pièce. Son nom était Luther. Elle l'apprit pendant le souper. Elle apprit qu'il était originaire du Tennessee et qu'il était au Ranch Hart depuis 9 ans, qu'il buvait son café avec du sucre et qu'il avait des opinions bien arrêtées sur la bonne façon de ferrer un cheval, qu'il partagerait que vous le demandiez ou non. Le jeune au bout de la table, à peine 17 ans et essayant de manger comme s'il avait un endroit urgent où aller, s'appelait Tommy. Il ne la regarda pas une seule fois pendant le repas et ne dit rien du tout jusqu'à ce qu'il prenne son 2e biscuit, puis il dit très doucement à personne en particulier, « Seigneur, ça c'est un biscuit. » Luther l'entendit et rit du genre de rire qui prend de la place, et la tension qui était à table depuis qu'ils étaient tous entrés se déplaça, se relâcha et devint autre chose. Nellie Mae garda son visage tourné vers la cuisinière et respira à travers la boule dans sa poitrine qu'elle avait depuis avant le lever du soleil. Elle avait réussi. Elle était là. Elle avait du travail, une chambre,
une équipe à nourrir et une cuisine qui était déjà plus à elle que tout ce qu'elle avait possédé depuis longtemps. Tiens la semaine, se dit-elle. Tiens juste la semaine. Mais même en pensant cela, debout devant la cuisinière dans la cuisine de Gideon Hart, avec l'odeur de sa propre cuisine dans l'air et le son des hommes mangeant un vrai repas pour la première fois depuis des mois, elle sentit autre chose sous cette instruction, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis 2 ans, depuis qu'elle avait commencé à se faire plus petite à l'intérieur, à se faire plus silencieuse, à s'adapter à l'espace rétrécissant que le chagrin, les saisons difficiles et la machinerie de Silas Drummond avaient creusé autour d'elle. Elle se sentait d'elle-même. C'était une chose si étrange et surprenante qu'elle resta immobile pendant 10 bonnes secondes juste pour s'assurer que c'était réel. C'était réel. Gideon est entré en dernier, comme elle avait déjà appris que c'était son habitude, quand l'équipe était principalement assise et que la nourriture était sur la table. Il s'assit en bout de table sans cérémonie, se servit sans cérémonie et mangea sans cérémonie. Il n'était pas un homme qui jouait un rôle. Il la regarda une fois à travers la pièce. Juste une fois, mais le regard était direct et clair. « Vous avez bien travaillé, » disait-il. Pas de manière exubérante, sans aucune douceur attachée, juste simple et certain, comme un homme énonce un fait sur la météo. Elle lui rendit son regard pendant exactement 2 secondes, puis se tourna vers la cuisinière. On ne lui avait pas dit qu'elle avait bien travaillé depuis très longtemps, pas par quelqu'un qui le pensait comme ce regard le pensait. Elle rangea cela dans la partie d'elle-même qui apprenait encore, qui faisait encore l'inventaire, qui essayait encore de comprendre ce qui était vrai à propos de cet endroit et ce qui était trop beau pour y croire pour l'instant. « Tiens la semaine », pensa-t-elle à nouveau. Mais ses mains, pour la première fois depuis des mois, avaient cessé de trembler. Elle ne savait pas encore ce que Silas Drummond préparait. Elle ne savait pas qu'il observait le Ranch Hart depuis 2 ans avec le calcul patient d'un homme qui croit que tout a un prix et que le temps est toujours de son côté. Elle ne savait pas que son arrivée à ce ranch, ce soir-là, avait été remarquée par les mauvais yeux avant même qu'elle n'ait franchi la barrière. Elle ne savait rien de tout cela encore. Ce qu'elle connaissait, c'était de la cuisine, le poids de la fonte dans ses mains, l'odeur de la fumée de bois et de la sauge et la satisfaction particulière d'un plat réussi, le son des hommes qui mangent bien. Ce qu'elle savait, c'est qu'elle avait marché 7 miles pour arriver ici et qu'elle avait l'intention de marcher bien plus loin avant d'en avoir fini. Dehors, l'obscurité douce descendait sur les montagnes et le ranch se tut de la manière particulière des endroits qui ont un rythme et le gardent depuis longtemps. Et Nellie Mae Colton fit de la vaisselle du souper dans une cuisine qui commençait, lentement et sans annonce formelle, à lui sembler sienne. Elle était arrivée avec rien d'autre que la Bible de son père, les recettes de sa grand-mère et le dernier reste dur et têtu de son propre refus d'être achevé. Elle ne savait pas encore que ce serait suffisant. Elle était sur le point de le découvrir. La première semaine passa comme passent toujours les premières semaines, quand on apprend la forme d'une nouvelle vie, vite dans l'action et lentement dans le souvenir. Nellie Mae était debout avant l'aube chaque matin, non pas parce que quelqu'un le lui demandait, mais parce que les heures sombres avant que le ranch ne se réveille étaient les siennes. Le seul moment qui lui appartenait entièrement, et elle avait appris des années auparavant à garder précieusement ce genre de temps. Elle allumait le feu dans la grande cuisinière en fonte et se tenait dans la cuisine silencieuse avec sa première tasse de café, écoutant le ranch, faisant sa lente transition de la nuit au matin. Les chevaux qui bougeaient dans la grange, dans la grange, l'appel lointain de quelque chose de sauvage au-delà de la clôture. La qualité particulière du silence qui n'existe que dans les minutes avant que le monde ne se souvienne qu'il a du travail à faire. Elle pensait à son père pendant ces matinées. Pas de la manière dont elle avait pensé à lui dans les semaines qui ont suivi sa mort, ce chagrin brut et sans forme qui n'avait pas de contour. Elle pensait à lui de manière pratique, comme il l'aurait voulu. Elle pensait à ce qu'il aurait dit de cette cuisine, de cette équipe, de l'homme qui s'asseyait en bout de table, mangeait sans cérémonie et la regardait comme si elle était un fait digne d'être connu. Il aurait dit « Nell, fais attention à un homme qui écoute plus qu'il ne parle. Ce genre-là est rare et mérite ton temps. » Elle faisait attention. À la fin de la première semaine, elle avait appris des choses sur le Ranch Hart que personne ne lui avait dites directement. Elle les avait apprises comme on apprend les choses importantes, de manière détournée,
à travers ce que les gens ne disaient pas, à travers les petits silences et la manière prudente dont certains sujets étaient évités. Elle avait appris que Luther était celui qui maintenait l'honnêteté de l'équipe, non par autorité, mais par le poids moral particulier d'un homme qui est là depuis assez longtemps pour que son opinion compte. Elle avait appris que Tommy, le plus jeune, venait d'une famille du Kansas dont il ne parlait jamais directement, mais qui refaisait surface occasionnellement dans sa manière de réagir aux choses. Un sursaut aux voix élevées, une lassitude particulière autour de toute conversation sur l'argent ou les dettes. Elle avait appris que Walt avait connu la femme de Gideon, qu'ils l'avaient tous connue, qu'elle s'appelait Margaret et qu'elle était morte de la fièvre printanière 4 ans plus tôt, pas 5 comme le disait la ville, et que les hommes ne parlaient pas d'elle, mais portaient sa présence sur le ranch comme on porte la présence de quelqu'un qui organisait tout et est parti sans dire à personne où se trouvait quoi que ce soit. Elle apprit que Gideon n'avait pas engagé de cuisinière permanente depuis 3 ans, que les femmes qui étaient en ses avant-élèves avaient été de temporaire d'une manière qui allait au-delà du pratique, que cette cuisine avait été un lieu de passage plutôt qu'un lieu habité. Elle l'habitait. Elle pouvait sentir la différence et elle pensait, avec prudence, qu'il le pouvait aussi. C'est Luther qui le dit à voix haute en premier, le 5e matin, quand il entra tôt et la trouva déjà à la cuisinière avec 2 tartes refroidissantes sur le rebord de la fenêtre, qu'elle avait faites avec des pommes séchées du garde-manger parce que les pommes séchées étaient là depuis l'automne dernier, et que c'était un gaspillage, et qu'elle ne supportait pas le gaspillage. Luther s'arrêta à l'entrée de la cuisine, regarda les tartes, puis la regarda et dit « Mademoiselle Colton, je veux que vous sachiez quelque chose. » « Très bien, dit-elle, sans se détourner de la cuisinière. Je mange à cette table depuis 9 ans et je ne suis jamais, en 9 ans, entré dans cette cuisine le matin en sentant l'odeur de la tarte. Les pommes avaient besoin d'être utilisées, dit-elle. Oui, madame. Il vint à la table et s'assit avec l'aisance confortable d'un homme qui est chez lui. Je dis juste que c'est un endroit différent ici cette semaine. Elle se retourna et le regarda. Ce n'était pas un homme qui disait des choses qu'il ne pensait pas. Elle l'avait vite compris. Différent comment? Dit-elle. Luther y réfléchit un moment avec le sérieux qu'il mettait en tout. Comme si quelqu'un s'était souvenu que c'était une cuisine, dit-il finalement, au lieu d'être juste une pièce où la nourriture apparaissait. Elle le regarda un moment, puis elle se retourna vers la cuisinière parce que ses yeux faisaient quelque chose pour lequel elle n'avait pas le temps. « Dites à l'équipe que le petit déjeuner est dans 20 minutes, dit-elle. « Oui, madame, dit Luther, et elle pouvait entendre le sourire dans sa voix sans le voir. Des ennuis avec Pete. Son nom était en fait Pete Vargas, apprit-elle, bien que tout le monde l'appelait simplement Vargas, commençant le jeudi. Vargas était le seul membre de l'équipe avec qui elle n'avait pas trouvé ses marques. Il avait peut-être 35 ans, sombre et silencieux d'une manière différente du silence de Gideon. Le silence de Gideon était posé. Le silence de Vargas avait un côté tranchant, une vigilance qu'elle ne pouvait pas encore interpréter comme hostile ou simplement réservée. Il mangeait sa nourriture sans commentaire, ce qui pouvait tout dire. Il ne la remerciait jamais, ce qui pouvait aussi tout dire. Il la regardait parfois avec une expression qu'elle ne pouvait pas catégoriser. Le jeudi, elle était dans la cour en train d'étendre le linge quand il a tourné au coin de la grange, a failli lui rentrer dedans, puis s'est arrêté et est resté là à la regarder avec cette expression indéchiffrable et a dit « Vous comptez rester ?» Ce n'était pas une question. « Je compte faire mon travail, dit Nellie May. Elle continua à étendre le linge. « Ce n'est pas ce que j'ai demandé. » Elle le regarda par-dessus la corde à linge. « Alors oui, je compte rester. » Vargas resta silencieux un moment. La dernière a dit ça aussi. « Je ne suis pas la dernière. » Non, il la regarda fixement. Vous n'êtes pas comme elle. Il le dit comme si ce n'était pas entièrement un compliment et pas entièrement une critique non plus, comme s'il était encore en train de se faire une opinion. Il se tourna et retourna vers la grange sans un mot de plus. Elle resta là avec une chemise mouillée dans les mains et y réfléchit. Puis elle finit d'étendre le linge parce que le linge devait être étendu et elle n'avait pas l'intention de laisser l'ambiguïté de Pete Vargas gâcher un jeudi parfaitement fonctionnel. Elle se disait cela quand Gideon apparut, venant du pâturage nord, traversa la cour en direction de la maison et ralentit en la voyant près de la corde à linge. Il s'arrêta à quelques pas. Il avait l'air qu'il avait après une longue matinée dehors, pas fatigué exactement, mais usé, comme un homme qui a dépensé son énergie pour quelque chose qui en exigeait la totalité.
Vargas vous a posé des problèmes, dit-il. Nellie May cligna des yeux. Comment avez-vous... Je vous ai vu de la clôture. Il fit une pause. Il vous a posé des problèmes? Il m'a demandé si je comptais rester. Qu'avez-vous dit? J'ai dit oui. Gideon resta silencieux un moment. Il regarda la corde à linge. Vargas est ici depuis 6 ans. Il était là quand Margaret est morte. Il était là pour les 4 femmes qui sont passées par cette cuisine après. Il la regarda de nouveau. Il n'est pas hostile. Je n'ai pas dit qu'il était hostile. Il est prudent, dit Gideon, sur ce à quoi il se laisse habituer. Nellie May soutint son regard. Je comprends ça, dit-elle, parce que c'était vrai. Elle le comprenait de tout son corps. Quelque chose changea dans l'expression de Gideon. Il hocha la tête une fois et entra. Elle resta un moment près de la corde à linge après son départ. La chaleur d'hôte était écrasante et les draps étaient déjà à moitié secs le temps de les étendre, ce qui était soit remarquable, soit une nuisance, selon ce que l'on pensait de la lessive. Elle pensa à ce qu'il avait dit sur le fait de s'habituer aux choses, sur ce que cela coûtait à une personne de s'habituer à quelque chose et de se le faire enlever ensuite. Elle pensa à la maison de son père, à l'odeur qu'elle avait le matin, à la façon dont elle n'avait pas pu entrer dans la cuisine dans les semaines qui ont suivi sa mort parce que la cuisine était l'endroit où il avait été le plus lui-même et elle n'était pas prête à être dans une pièce si pleine de quelqu'un qui était parti. Elle comprenait le fait d'être prudent avec ce dont on se laissait avoir besoin. La différence était qu'elle avait cessé d'être prudente à ce sujet. La prudence ne lui avait rien épargné. Elle sortit le dernier drap du panier, le secoua vivement avant de l'étendre, et se dit qu'elle en avait fini, elle aussi, d'être prudente. La deuxième semaine fut celle où les choses commencèrent à se détendre. Tommy lui parla en premier. Elle avait deviné que ce serait lui, non pas parce qu'il était le plus amical, mais parce qu'il était le plus jeune, et que les plus jeunes craquent toujours les premiers quand quelqu'un les nourrit bien. Il entra dans la cuisine le mardi après-midi, alors que le reste de l'équipe était sur la clôture sud, et se tint à l'entrée, son chapeau à la main, et dit « Mademoiselle Colton, puis-je vous demander quelque chose? » « Demandez, dit-elle. « Savez-vous faire le gâteau à la mélasse? » Elle se retourna et le regarda. Il avait l'expression de quelqu'un qui voulait demander quelque chose depuis une semaine et qui avait finalement perdu patience avec lui-même. « Ma mère en faisait, dit-il en guise d'explication, ce qui était toute l'explication requise. « Où est votre mère? » dit Nellie May avec précaution. « Au Kansas. Elle va bien. C'est juste que je ne suis pas rentré à la maison depuis 2 ans et je pensais à son gâteau. » Il regarda ses bottes. « Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. »« Je sais pourquoi, » dit Nellie May. Elle se retourna vers le comptoir. « Je le ferai dimanche. Allez-y maintenant. » Il partit. Elle l'entendit dans la cour un moment plus tard, et la légèreté particulière de ses bottes sur la terre battue n'était pas là la semaine précédente. Elle fit le gâteau à la mélasse le dimanche. Elle le posa sur la table après le souper, sans l'annoncer, et regarda le visage de Tommy quand il le vit, puis détourna les yeux avant de pouvoir voir ce que son propre visage faisait en réponse. Luther remarqua. Luther remarquait tout. « Vous êtes doué pour ça, lui dit-il plus tard, quand l'équipe s'était dispersée et qu'elle nettoyait. »« Pour la cuisine, dit-elle. »« Non, dit Luther. Pour les gens. » Il posa sa tasse sur le comptoir. « La cuisine est exceptionnelle, mais ce n'est pas ce que je veux dire. » Elle ne répondit pas à cela au moment, mais elle y pensa plus tard dans sa petite chambre avec la fenêtre qui donnait à l'ouest vers les montagnes, allongée dans le lit étroit dans le noir. Elle pensa à ce que cela signifiait d'être doué pour les gens si c'était quelque chose qui vous arrivait ou quelque chose que vous construisiez délibérément par nécessité, comme on construit toute compétence dont on a désespérément besoin. Elle avait passé sa vie à lire les pièces, à lire la température d'une foule avant d'y entrer, à apprendre à faire la différence entre l'hostilité, l'inconfort et l'indifférence authentique, parce qu'ils se ressemblaient de loin et qu'ils exigeaient des réponses complètement différentes. Elle avait développé cette compétence comme n'importe qui développe les compétences nécessaires pour survivre à la géographie particulière de sa vie. Elle n'y avait jamais pensé comme à une compétence auparavant. Elle y avait pensé comme à un fardeau. Peut-être que Luther avait raison. Peut-être que c'était les deux. C'est le mercredi de la 2e semaine qu'elle entendit pour la première fois le nom de Silas Drummond prononcé au Ranch Hart. Elle était dans la cuisine avec la porte du salon ouverte
comme c'était toujours le cas le soir quand la chaleur avait besoin d'un endroit où aller. Gideon et Walt étaient dans le salon, parlant à voix basse, ce qui signifiait une conversation sérieuse plutôt qu'une conversation décontractée, et elle n'essayait pas d'écouter. Mais la maison n'était pas grande et le son voyageait comme il voulait. Drummond a envoyé un homme à la barrière hier, dit Walt. Une pause. Quel genre d'homme, dit Gideon, le genre que vous envoyez quand vous voulez regarder quelque chose sans avoir l'air de le regarder. Une autre pause plus longue cette fois. Il surveille la crique, dit Gideon. Ce n'était pas une question. Il la surveille depuis 1 an, dit Walt. Vous le savez. Je le sais. Il va s'attaquer au droit sur l'eau cet hiver, quand la saison sèche rendra l'argument plus facile, dit Walt. C'est ce que dit le cousin de Boyd en ville, et le cousin de Boyd travaille pour l'évaluateur du comté. Le silence qui suivit fut le silence particulier d'un homme qui reçoit une information qu'il soupçonnait déjà et en confirme la forme. Très bien, dit Gideon. C'était tout, juste, très bien, sur le ton d'un homme qui a entendu une chose. Une chose, la mise à sa place et s'en occupera en temps voulu. Nellie May se tenait à la cuisinière, gardant ses mains en mouvement et ne disant rien. Mais son cœur faisait quelque chose de compliqué dans sa poitrine parce qu'elle connaissait ce nom et elle savait ce que cela signifiait quand Silas Drummond envoyait un homme regarder quelque chose. Elle le savait de l'intérieur. Elle ne dit rien ce soir-là. Ce n'était pas sa place et elle le comprenait. Elle était là depuis 2 semaines. Elle était de la cuisinière. Les affaires du ranch étaient les affaires du propriétaire du ranch. Mais elle s'allongea dans son lit étroit cette nuit-là et pensa au droit sur l'eau, aux évaluateurs du comté et à la patience particulière des hommes qui croyaient que tout pouvait être attendu, et elle pensa aux 12 ans de son père à rembourser une dette qui ne se fermait jamais tout à fait. Elle pensa à ce que ce genre de patience pouvait faire à une personne si on la laissait faire. Elle prit la décision vers 2 heures du matin, comme on prend des décisions dans le noir quand il n'y a rien pour vous distraire de votre propre jugement. Elle n'allait pas être une personne qui reste silencieuse en regardant quelque chose se produire, dont elle connaissait déjà la forme. Elle avait été cette personne, cela lui avait tout coûté. Le lendemain matin, elle était à la cuisinière quand Gideon entra. Elle attendit qu'il ait son café et se soit assis de la manière qui signifiait qu'il était disposé à ce qu'on lui parle. Puis elle dit sans se détourner de la cuisinière, « Je vous ai entendu, vous et Walt, parler de Drummond hier soir. » La cuisine était très silencieuse. « Je n'essayais pas d'écouter, dit-elle. La porte était ouverte. »« Je sais, dit Gideon. » Elle se retourna et le regarda. « Il a pris la terre de mon père, Monsieur Hart. Je sais comment il travaille. Je sais combien de temps il est prêt à attendre et je sais comment il construit un dossier avant de passer à l'action. » Elle fit une pause. « Je ne connais pas votre situation et je ne demande rien, mais s'il vous était utile de savoir ce que je sais sur sa manière d'opérer, je suis prête à le dire. » Gideon la regarda à travers la cuisine. Ses yeux sombres étaient fixes et indéchiffrables, et elle les rencontra et les soutint parce qu'elle en avait fini de détourner le regard. « Asseyez-vous, dit-il. » Elle s'assit. Il posa sa tasse sur la table entre eux, se pencha légèrement en arrière et la regarda avec l'attention prudente d'un homme qui décide de la part de vérité d'une chose. « Dites-moi, dit-il. » Alors elle le lui raconta. Elle lui parla de la dette que son père avait portée, de la façon dont l'homme de Drummond était venu chaque saison pour examiner les paiements et trouvait toujours une petite divergence, toujours un chiffre qui ne correspondait pas tout à fait, jamais assez grand pour agir immédiatement, mais jamais assez petit pour être résolu proprement. Elle lui parla de la façon dont Drummond avait travaillé la ville, des conversations discrètes avec les bonnes personnes, des relations avec le bureau du comté qui n'étaient pas des faveurs exactement, mais qui n'étaient pas rien non plus. Elle lui parla de l'avocat de Pueblo et du document qui disait que techniquement, légalement, la dette était toujours ouverte. Elle le raconta simplement et sans chaleur, parce que la chaleur s'était consumée en elle des semaines auparavant, et ce qui restait n'était que les faits, clairs, froids et utiles. Gideon écouta sans l'interrompre, sans s'agiter, sans l'impatience particulière d'un homme qui a déjà décidé ce qu'il pense et attend que vous finissiez pour pouvoir le dire. Il a simplement d'écouter, et quand elle eut fini, il resta silencieux un moment. Puis il dit, « La crique traverse le pâturage sud toute l'année. Drummond le sait. Tout le monde dans le comté le sait. Les droits sur l'eau de cette crique sont la raison pour laquelle il veut cette terre.
Je sais, dit Nellie Mae. L'acte de propriété est clair. J'ai le même avocat à Harlow depuis 15 ans. Les droits sont documentés. Il fit une pause. Mais documenter et protéger sont deux choses différentes. Oui, dit-elle. Elles le sont. Il la regarda. Vous savez quelque chose à ce sujet? Mon père avait aussi des documents, dit-elle. Ça n'a pas sauvé la terre. La cuisine retint le silence entre eux. De l'extérieur venait le bruit de l'équipe qui commençait à bouger, des bottes sur la terre battue. La voix de Walt disant quelque chose à Boyd qu'elle ne pouvait pas distinguer. « Merci de m'avoir dit ça, dit Gideon. C'est une information utile, dit-elle. Vous devriez l'avoir. Elle se leva et retourna à la cuisinière parce que le petit déjeuner devait être préparé indépendamment de Silas Drummond, de sa patience et de ses relations au bureau du comté. Elle pouvait sentir Gideon la regarder depuis la table, le poids de son attention, qui n'était pas un poids inconfortable. C'était le poids de quelqu'un qui prête une attention sincère, ce qui était différent. « Mademoiselle Colton, dit-il. Pourquoi avez-vous marché 7 miles pour venir ici? » Elle se tourna et le regarda. Ce n'était pas la question à laquelle elle s'attendait. Parce que c'était la distance entre là où j'étais et là où il y avait du travail, dit-elle. Il y avait d'autres ranchs plus près de Red Rock. Il y en avait, dit-elle, mais j'ai entendu dire que votre équipe était correcte, que votre salaire était juste et que votre cuisine avait une bonne cuisinière. Elle soutint son regard. Une femme dans ma situation n'a pas le luxe d'attendre la perfection. Elle va là où se trouve la meilleure chose disponible et elle s'arrange pour que ça marche. Gideon la regarda un long moment. « C'est une bonne cuisinière, dit-il finalement. « C'est une excellente cuisinière, dit-elle. Je voulais vous le dire depuis un moment. » Quelque chose bougea dans son expression, pas tout à fait un sourire. L'endroit où un sourire aurait vécu chez un homme qui souriait plus librement. C'était là pendant environ 2 secondes, puis c'était parti. Il se leva, prit son chapeau et sortit pour commencer la journée. Nellie Mae se tenait devant l'excellente cuisinière dans la lumière du matin, préparait le petit déjeuner pour 8 hommes et pensait que documenter et protéger étaient 2 choses différentes, et à la patience et à la forme particulière d'un combat que l'on pouvait voir venir de loin. Elle avait vu celui-ci venir. La question était de savoir si elle allait rester dans la cuisine et le regarder arriver, ou si elle allait être prête pour lui. Elle cassa des œufs dans la poêle avec l'efficacité précise de quelqu'un qui a pris sa décision. Elle allait être prête. Drummond est arrivé un vendredi. Elle a entendu le chariot depuis la cuisine, de la même manière qu'elle avait entendu chaque chariot qui avait franchi la barrière en 3 semaines, avec l'attention particulière de quelqu'un qui a appris que le son des roues sur une route de ranch transporte des informations si l'on sait les écouter. Celui-ci se déplaçait avec la confiance tranquille d'un homme qui croit que son arrivée est un événement. 2 chevaux. Le chariot était de bonne qualité. Elle pouvait le dire à la façon dont le son flottait dans l'air. Elle garda les mains dans la pâte à pain et dans la peau à la fenêtre. Luther entra par la porte de derrière 30 secondes plus tard avec une expression qu'elle n'avait jamais vue sur lui auparavant. Pas de l'alarme. Quelque chose de plus ancien et de plus contrôlé que l'alarme. Drummond est à la barrière, dit-il. Nellie Mae aplatit ses mains dans la pâte et respira par le nez une fois. Gideon est-il dans la grange? Au pâturage nord, Boyd est allé le chercher. Très bien. Elle retira ses mains de la pâte et les essuya sur son tablier. Qui a-t-il amené? La mâchoire de Luther se contracta. Un homme du comté et une femme que je ne reconnais pas. Bien habillés. Elle pensa à ce que Gideon lui avait dit. Documenter et protéger sont 2 choses différentes. Elle pensa à la conversation qu'elle avait eue avec lui il y a 4 jours à la table de la cuisine, à la façon dont il avait écouté et à la façon dont il avait dit « Merci de m'avoir dit ça », comme si c'était un fait qu'il avait l'intention d'utiliser. « Gardez l'équipe hors de la cour, dit-elle. Luther la regarda. « Mademoiselle Colton, pas parce que je m'inquiète pour eux, dit-elle, mais parce que Drummond les utilisera comme théâtre s'il le peut. Des hommes qui regardent lui donnent l'impression d'avoir un public, et les hommes comme ça sont meilleurs devant un public. » Elle prit le torchon et l'accrocha au crochet près de la cuisinière. « Gardez-les dans la grange à moins que Gideon ne les appelle. » Luther resta silencieux un moment, puis il hocha lentement la tête avec l'air d'un homme qui met à jour sa compréhension d'une situation. « Oui, madame, dit-il et il ressortit. Elle alla à la rencontre du chariot. Elle avait pensé à ce moment, pas spécifiquement à ce moment, pas à l'arrivée de Drummond à ce ranch ce vendredi-là,
mais au moment en général. Le moment où elle devrait se tenir devant l'homme qui avait pris tout ce qui lui restait de son père et le regarder sans ciller. Elle y avait pensé dans les petites heures où le sommeil ne venait pas, où le ranch était silencieux et où son esprit allait aux endroits qu'elle l'avait empêché de fréquenter pendant la journée. Elle avait décidé comment elle allait se tenir. Elle allait se tenir comme son père lui avait appris à se tenir. Droite face à ce qui arrivait, le poids égal, le menton haut, parce que son père avait dit que le corps communique ce que la bouche ne dit pas, et que vous voulez que le vôtre dise quelque chose qui vaille la peine d'être dit. Elle contourna la maison pour entrer dans sa cour et Drummond la vit au même moment où elle le vit, et son visage fit ce qu'elle savait qu'il ferait. Il la regarda et il la plaça, pas comme Nellie Mae Colton spécifiquement, pas tout de suite, mais comme un type, une femme corpulente, un type de cuisinière. Quelqu'un qui appartenait à l'arrière-plan et qui avait fait une erreur de navigation en apparaissant à l'avant. Elle le regarda. Il était plus âgé qu'elle ne s'en souvenait des 2 fois où elle l'avait vu au bureau du comté quand son père était en vie. Ses cheveux étaient devenus entièrement blancs et son visage avait la douceur confortable d'un homme qui n'a pas été contredit depuis longtemps. Il était bien habillé, pas pour une visite de ranch, pour une transaction commerciale. L'homme du comté à côté de lui était mince et malheureux et tenait une maillette en cuir à 2 mains avec la poigne de quelqu'un qui aimerait être ailleurs. La femme avait peut-être 60 ans, petite et précise, avec le genre Dieu qui parcourt les choses et les additionne. Monsieur Drummond, dit Nellie Mae, Monsieur Hart est sur la propriété. Il sera avec vous sous peu. Vous pouvez attendre sur le porch. Drummond la regarda un moment. Puis la reconnaissance traversa son visage, lentement, puis d'un seul coup, comme un nuage couvre le soleil. La fille de Samuel Colton, dit-il. Nellie Mae Colton, dit-elle. Oui, monsieur. Il la regarda de haut en bas avec la minutie particulière d'un homme qui a fait ça toute sa vie et à qui on n'a jamais demandé d'arrêter. Il prit son temps, il le rendit visible. Eh bien, dit-il, et laissa le mot en suspens avec tout ce qu'il voulait qu'il porte. Nellie Mae ne bougea pas, elle ne déplaça pas son poids, n'ajusta pas sa posture, ne fit aucune des 100 petites choses physiques qu'un corps fait quand il essaye de se rendre moins visible. Elle resta exactement là où elle était et le laissa regarder, et le regarda en retour avec la fermeté d'une femme qui a déjà perdu la pire chose et y a survécu et n'a pas peur d'être regardée. Monsieur Hart sera avec vous sous peu, dit-elle à nouveau. Parfaitement égal, parfaitement agréable. Les yeux de Drummond se déplacèrent vers le porche, puis revinrent sur elle, et quelque chose dans son expression se fixa dans la satisfaction particulière d'un homme qui a évalué une situation et l'a trouvée en sa faveur. Il ne savait pas encore qu'elle avait parlé à Gideon. Il ne savait pas encore qu'elle connaissait la forme de tout cela. Bien, pensa-t-elle, qu'il ne le sache pas. Gideon tourna au coin de la grange à un rythme mesuré qu'elle reconnut comme délibéré. Il ne se pressait pas. Il ne jouait pas non plus au calme. Il se déplaçait simplement à la vitesse d'un homme qui est sur sa propre terre et ne répond à l'horaire de personne d'autre que le sien. Il s'arrêta dans la cour, regarda Drummond, puis regarda Nellie Mae d'un bref regard d'évaluation qui prit en compte sa posture et son expression et sembla les trouver satisfaisantes. Harlan, dit-il. Gideon. Drummond se tourna vers lui avec l'aisance douce d'un homme qui change de cible. Content de te trouver à la maison. J'ai amené Mme Aldridge pour jeter un œil au pâturage sud. Une affaire d'arpentage. Ça ne devrait pas prendre plus d'1 heure. Pas d'arpentage sur ma terre sans la présence de mon avocat, dit Gideon. Il le dit comme il disait tout, sans élever la voix, sans aucune performance de fermeté, énonçant simplement un fait sur le monde. L'expression de Drummond ne changea pas. C'est une affaire de comté, Gideon. Mme Aldridge est une évaluatrice nommée par le comté. Alors elle peut revenir quand George Whitmore sera là. Je le ferai venir d'ici mardi. Gideon regarda l'homme du comté avec la maillette en cuir. Sans vouloir vous offenser, c'est entre moi et Drummond. L'homme du comté parut soulagé, comme quelqu'un qui espérait exactement ce résultat. Drummond resta silencieux un moment. Le silence d'un homme qui recalibre. Tu fais des difficultés, dit-il. Je suis prudent, dit Gideon. Ce sont 2 choses différentes. George Whitmore est un avocat de petite ville, Gideon. Ce que je t'offre. Je sais ce que tu offres, dit Gideon. Je le sais depuis 2 ans.
Ma réponse n'a pas changé et elle ne changera pas aujourd'hui. Il regarda le chariot. Tu es venu de loin pour une courte conversation. Je vais demander à Mademoiselle Colton d'apporter de l'eau pour les chevaux avant que tu ne repartes. C'est la façon dont il a dit son nom qui a tout changé. Pas Mademoiselle Colton, la cuisinière, juste Mademoiselle Colton, de la même manière qu'il aurait dit le nom de n'importe qui faisant partie de son exploitation. Comme un fait, appartenant à l'endroit. Drummond l'entendit. Elle le vit l'entendre. Quelque chose changea dans son expression, un nouveau calcul se fit derrière ses yeux, et il la regarda de nouveau avec des informations différentes, réévaluant maintenant, et ce qui apparut sur son visage n'était pas tout à fait ce à quoi elle s'attendait. C'était de l'intérêt, le genre froid et stratégique. Mademoiselle Colton, dit-il lentement, vous êtes bien loin de Red Rock. Oui, monsieur, dit-elle. Ton père était un homme têtu, lui aussi. Il le dit agréablement, comme un compliment avec un couteau dedans. Il s'est accroché à cette terre 12 ans de plus qu'il n'aurait dû la laisser partir raisonnablement. Il se serait épargné beaucoup de chagrin s'il l'avait fait. La cour était très silencieuse. Elle sentit Gideon se figer à côté d'elle d'une manière différente de son immobilité habituelle. C'était l'immobilité d'un homme qui retient quelque chose. Nellie Mae regarda Drummond. Elle pensa aux 12 ans de paiement. Elle pensa à la dette qui ne se fermait jamais tout à fait. Elle pensa aux mains de son père, rudes et patientes, comptant les chiffres à la table de la cuisine à la lueur de la lampe, s'assurant que tout correspondait, s'assurant qu'il ne donnait à Drummond aucune marge de manœuvre. Elle pensa au fait qu'il avait tout fait correctement et avait perdu quand même. Elle inspira, elle expira. « Mon père, dit-elle très doucement et très clairement, a remboursé cette dette 4 fois. Vous et moi le savons très bien. Tout le comté le sait, ou le saurait s'il prenait la peine de regarder les chiffres honnêtement. » Elle garda les yeux sur le visage de Drummond. « Il n'a pas perdu cette terre parce qu'il était têtu, Monsieur Drummond. Il l'a perdu parce que vous aviez de meilleurs avocats et plus de patience, et que vous aviez décidé ce que vous vouliez des années avant qu'il ne sache que vous aviez décidé quoi que ce soit. » Elle fit une pause. « Je ne suis pas mon père. Je le vois venir. » Le silence qui suivit était du genre qui a du poids. Drummond la regarda un long moment, puis il regarda Gideon, puis de nouveau elle. Et ce qui traversa son visage n'était pas de l'embarras, et ce n'était pas de la colère, pas tout à fait. C'était quelque chose de plus froid. Le regard d'un homme qui vient d'identifier quelque chose dans une pièce va lui donner le plus de problèmes. « Eh bien, dit-il, et cette fois, le mot portait quelque chose de différent. » Gideon s'avança, pas devant elle, à côté d'elle. Juste un demi-pas, juste assez pour changer la géométrie de ce que Drummond regardait, passant d'une personne à 2 personnes se tenant dans la même direction. « Tu connais la route pour sortir, » dit Gideon. Drummond les regarda tous les deux, puis il se tourna vers l'homme du comté et dit quelque chose à voix basse qu'elle ne put entendre. L'homme du comté hocha la tête et se dirigea vers le chariot. Madame Aldridge suivit avec l'efficacité douce d'une professionnelle qui a appris à sortir sans drame. Drummond posa un pied sur le marchepied du chariot, puis s'arrêta et se retourna. « La saison sèche frappe fort en octobre par ici, dit-il. » Il regardait au loin, à un point entre eux, parlant à l'air. « La crique est sbarkmeis. Les ranchs commencent à le sentir en novembre. Pense-y, Gideon. Pense à ce que cette terre te coûte quand l'eau est pas et que les réparations s'accumulent et qu'il n'y a personne pour Omika. » Il fit une pause et la pause était délibérée, et ce qu'il y laissa était en forme d'elle. Personne pour t'aider à le porter. Il monta dans le chariot. Il partit. Nellie Mae resta dans la cour jusqu'à ce que le son du chariot s'estompe sur la route. À côté d'elle, Gideon n'avait pas bougé. « Il va revenir avec l'arpentage de toute façon, » dit-elle. « Il déposera quelque chose auprès du comté d'abord pour que ça ait l'air procédural. »« Je sais, » dit Gideon. « George Whitmore doit vous voir avant mardi, plus tôt si possible. J'irai à Harlow demain matin. » Il resta silencieux un moment. « Ce qu'il a dit sur votre père était destiné à me faire réagir, dit-elle. Alors je ne l'ai pas fait. » Gideon la regarda, ce regard fixe et calme qu'elle avait catalogué et apprenait encore à lire. « Vous étiez en colère, dit-il. J'étais furieuse, dit-elle. Il y a une différence entre être furieuse et réagir. » Elle se retourna et retourna vers la cuisine. Le souper dans 1 heure. Elle l'entendit derrière elle, pas la suivant,
juste debout dans la cour, et elle sentit ses yeux sur son dos, comme elle sentait parfois son attention, comme quelque chose de délibéré et de soigneusement visé. Elle entra et remit les mains dans la pâte à pain, parce que le pain ne savait rien de Silas Drummond et s'en fichait, et lèverait ou non en fonction de ce qu'elle lui avait donné avant son arrivée, ce qui était exactement ce dont elle avait besoin dans ce moment. Quelque chose qui ne répondait qu'à ce qu'elle avait fait et non à ce que quelqu'un d'autre avait l'intention de faire. Vargas entra dans la cuisine 1 heure plus tard, ce qui n'était pas son habitude. Il se tint à l'entrée, son chapeau à la main, et regarda le pain refroidissant sur la grille, la marmite sur la cuisinière, puis la regarda. Luther m'a raconté ce qui s'est passé dans la cour, dit-il. Très bien, dit-elle, sans se retourner. Ce que vous avez dit à Drummond. Il resta silencieux un moment. Ça demandait du courage. Il fallait le dire. La plupart des gens ne disent même pas les choses qui doivent être dites à des hommes comme lui. Il tourna son chapeau dans ses mains. La dernière femme qui a travaillé ici, elle s'appelait Clara Marsh. Drummond est passé 2 fois pendant qu'elle était là. Il a dit des choses. Elle n'a rien répondu. Il fit une pause. Elle était partie la semaine suivante. Gideon pensait que c'était quelque chose qu'il avait fait. Nellie Mae était très immobile à la cuisinière. Il ne sait pas que c'est pour ça qu'elle est partie, dit-elle avec précaution. Non, il s'est blâmé. Il se blâme depuis. Vargas remit son chapeau sur sa tête. Je vous le dis parce que je pense que vous devriez connaître la nature de ceux avec quoi vous travaillez. Il la regarda directement pour la première fois depuis la semaine de son arrivée. Et parce que ce que vous avez fait aujourd'hui dans cette cour était de la bonne chose à faire, et je voulais le dire. Elle se retourna et le regarda. Ce n'était pas un homme qui offrait les choses facilement. Elle pouvait voir que cela lui avait coûté quelque chose de venir ici et de dire cela, et elle n'avait pas l'intention de le prendre à la légère. « Merci, Vargas, dit-elle. Il hocha la tête une fois. Il ressortit. Elle se tint à la cuisinière et pensa à Clara Marsh et au poids que Gideon avait porté sans savoir d'où il venait. Et elle pensa à la cruauté particulière d'un homme qui utilise les femmes comme des instruments pour atteindre une cible. Et elle sentit la fureur remonter dans sa poitrine, calme, constante et ne partant nulle part. Gideon entra pendant qu'elle mettait le souper sur la table. Il entra, regarda la nourriture, la regarda, et elle put voir qu'il portait quelque chose, qu'il le portait depuis la cour et qu'il n'avait pas encore décidé quoi en faire. Il s'assit. L'équipe entra. Le souper fut plus silencieux que d'habitude, le genre de silence qui se produit quand un groupe de personnes a pensé à la même chose et qu'aucune d'entre elles ne veut être la première à le mettre en mots. C'est Tommy qui le brisa. Il avait 17 ans et n'avait pas encore appris que parfois le silence est un contrat social. « Est-ce que Drummond va revenir? » dit-il. « Oui, » dit Gideon. « Qu'est-ce qui se passera quand il reviendra? »« Nous serons prêtes pour lui, » dit Gideon. Il le dit simplement, comme si c'était déjà vrai. Tommy regarda Nellie Mae. Elle lui rendit son regard et lui fit un petit signe de tête parce qu'il en avait besoin, parce que c'était vrai et parce que la préparation n'était pas un sentiment. C'était une décision que l'on prenait et sur laquelle on agissait chaque matin en se levant avant l'aube, en allumant le feu et en mettant le travail avant tout le reste. Après le souper, après que l'équipe se soit dispersée dans la soirée, que la cuisine soit propre et que les lampes soient basses, Gideon resta à table. Il le fit comme il l'avait fait de plus en plus au cours de la semaine et demie passée, sans annonce, sans demander, restant simplement comme une personne reste dans un endroit où elle a décidé de vouloir être. Nellie Mae versa 2 tasses de café et s'assit en face de lui. « Qu'est-ce que Vargas vous a dit? » dit Gideon. Elle le regarda. Il m'a parlé de Clara Marsh. La table était très silencieuse. Elle est partie à cause de Drummond, dit Nellie Mae. Pas à cause de quelque chose que vous avez fait. Gideon était immobile, l'immobilité particulière de quelqu'un qui reçoit une information qui réorganise quelque chose de structurel. Il est passé 2 fois, dit-elle. Il a dit des choses. Elle n'avait nulle part où retourner qui soit mieux, mais elle est partie quand même parce que rester semblait impossible. Elle garda une voix égale. « Vous ne l'avez pas chassé. C'est lui qui l'a fait. » Gideon posa une main à plat sur la table et la regarda. Sa mâchoire était serrée. Elle pouvait voir ce que cela lui coûtait d'encaisser cela, de prendre quelque chose qu'il portait de travers depuis 2 ans et de comprendre que le poids en avait été mal réparti. « J'aurais dû, » commença-t-il. « Vous ne saviez pas, dit-elle. Vargas savait et ne vous l'a pas dit,
Et c'est le fardeau de Vargas, pas le vôtre. Elle le regarda fixement. On ne peut pas protéger les gens de choses qu'on ne sait pas qui vont arriver. Je peux m'assurer de savoir, dit-il. Oui, dit-elle, vous le pouvez. Il leva les yeux vers elle. Dans la faible lumière de la cuisine, son visage était ouvert d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. La surface soignée légèrement usée par la soirée, la conversation et tout ce qu'il travaillait en dessous. Drummond ne va pas s'arrêter, dit-il. Même avec Whitmore qui dépose correctement les droits sur l'eau, les hommes comme lui ne s'arrêtent pas parce que le terrain juridique change. Ils se trouvent en un autre angle. Je sais, dit-elle. Il va se servir de vous, dit Gideon, de la même manière qu'il s'est servi de Clara Marsh. Il va faire en sorte que ça tourne autour de votre présence ici, de ce que ça a l'air. Il va porter ça en ville. Il la regarda. Je veux que vous le sachiez avant que ça n'arrive pour que ça ne vous tombe pas dessus de côté. Nellie Mae enroula ses deux mains autour de sa tasse. Elle pensa à Red Rock, aux femmes qui avaient regardé de l'autre côté de la rue quand les hommes de Drummond sont venus pour les affaires de son père, à la manière particulière dont une ville se referme sur une histoire une fois qu'un homme puissant ait raconté sa version. Elle avait pensé qu'elle en avait fini avec tout ça. Elle avait marché 7 miles pour arriver ici, et elle avait pensé qu'elle en avait fini. « Laissez-le faire, dit-elle. Gideon cligna des yeux. « Laissez-le aller en ville, dit-elle. Laissez-le dire ce qu'il va dire. Les gens croiront ce qu'ils vont croire, et il n'y a rien que je puisse faire à ce sujet depuis cette cuisine. » Elle posa sa tasse. « Ce que je peux faire, c'est continuer à faire mon travail si bien que quiconque mette les pieds sur cette propriété connaît la différence entre ce que dit Silas Drummond et ce qui est vrai. » Alors, elle regarda Gideon. La vérité a une façon d'être plus forte qu'un mensonge si on est assez patient pour la laisser parler. Gideon la regarda un long moment. « Vous n'avez pas peur de lui, dit-il. Pas une question, plutôt quelque chose qu'il confirmait pour lui-même. J'ai peur de beaucoup de choses, dit-elle honnêtement. Silas Drummond a cessé d'en être une le jour où j'ai ramassé la Bible de mon père et que je suis sorti de cette maison. » Elle soutint son regard. Il a déjà pris la pire chose qu'il pouvait me prendre. Il y a une sorte de liberté là-dedans. La cuisine les enveloppa dans son silence. Dehors, la nuit était complètement tombée, et quelque part au loin un coyote appela et se tut, et le ranch s'installa dans ses bridges de sommeil autour d'eux. Gideon tendit la main de l'autre côté de la table. Il posa sa main sur la sienne brièvement. Juste un moment, juste la chaleur de ce geste délibéré et prudent, le geste d'un homme qui ne fait pas de geste à la légère. Puis il la retira et prit sa tasse. Nellie Mae regarda le dos de sa main. Elle ne dit rien, lui non plus. Mais la cuisine, qui avait été beaucoup de cause dans la semaine où elle était là, était quelque chose de nouveau maintenant. Dans le calme du soir chaud, elle le sentit comme on sent un changement de temps, sans le voir arriver, mais en sachant dans son corps que quelque chose avait changé et que le changement ne reviendrait pas en arrière. Elle le sentait encore quand elle alla dans sa chambre. Quand elle s'allongea dans le lit étroit, regarda le plafond et écouta le ranch se taire autour d'elle. Elle le sentait encore quand elle ferma finalement les yeux. Elle n'avait pas peur. Elle était prête. Et Silas Drummond, qui avait passé 2 ans à construire sa patience comme un homme construit d'un feu lent, avait fait une erreur de calcul significative. Il n'avait pas compté sur elle. Drummond a agi plus vite qu'elle ne s'y attendait. Elle l'a découvert le lundi, soit 3 jours après sa visite au ranch, quand Luther est revenu de la ville avec des provisions et une expression particulière sur son visage qu'elle avait appris à reconnaître, comme signifiant qu'il portait quelque chose qu'il ne voulait pas déposer devant elle. Mais qu'il allait le faire quand même, parce que Luther était constitutionnellement incapable de laisser une personne marcher vers quelque chose sans être préparée. Il attendit que l'équipe se soit dispersée après le souper. Il attendit que Gideon soit parti vérifier la clôture nord avec Vargas. Puis, il entra dans la cuisine, posa son chapeau sur la table, s'assit et la regarda avec les yeux prudents d'un homme sur le point de dire quelque chose qui allait faire mal, peu importe la prudence avec laquelle il le dirait. « Dites-moi, dit-elle. » Elle continua à laver la vaisselle du souper. « Il y a des rumeurs en ville, dit Luther, sur votre présence ici. » Elle garda les mains en mouvement dans le bassin. Quel genre de rumeurs? Le genre qui vient d'une seule source et se propage vite, parce que c'est le genre de rumeur que les gens aiment répéter. Il fit une pause. Drummond a été dans 2 des saloons et à l'épicerie depuis vendredi, racontant que Gideon Hart s'est mis avec sa cuisinière.
que ce n'est pas un arrangement professionnel. Une autre pause. Il le dit d'une manière conçue pour faire passer la partie professionnelle pour un mensonge. L'eau dans le bassin était chaude et elle y garda les mains, respira par le nez et pensa à la conversation qu'elle avait eue avec Gideon 3 nuits auparavant. Laissez-le aller en ville. Laissez-le dire ce qu'il va dire. Elle le pensait quand elle l'avait dit. Elle le pensait encore maintenant. Mais penser quelque chose et le sentir atterrir étaient deux choses différentes. Et elle l'avait toujours su, et elle le sentait atterrir maintenant, ce poids particulier, familier, comme un vieux manteau qu'elle espérait avoir laissé derrière elle. Est-ce que Gideon va entendre parler de ça avant que je lui en parle ou après? Dit-elle. Avant, dit Luther. Le cousin de Boyd est venu ce matin. C'est comme ça que je le sais. Il regarda son chapeau sur la table. Gideon le sait. Elle se retourna. Il le sait déjà. Il le sait depuis cet après-midi. Luther croisa son regard. Il ne vous l'a pas dit parce qu'il cherchait quoi en faire. Elle sécha ses mains sur le torchon, l'accrocha au crochet et resta un moment au comptoir, le dos à la pièce, les mains à plat sur le bois, inspirant et expirant avec la lente délibération d'une femme qui gère quelque chose que son corps voulait faire rapidement. Puis elle se retourna, prit de son tablier, le plia sur le dossier de la chaise et dit « Je serai sur le porche ». Luther hocha la tête. Il comprenait ce qu'elle voulait dire par là. Gideon revint de la clôture nord 40 minutes plus tard. Elle l'entendit. Lui et Vargas, dans la cour, entendit le bref échange de deux hommes terminant une conversation de travail, entendit les bottes de Vargas se diriger vers le dortoir, puis le son d'une seule paire de pas traversant vers la maison. Il contourna la maison, la vit sur le perron et s'arrêta. Il regarda son visage. Il le lut comme il lisait tout, rapidement et sans en faire tout un plat. « Luther vous l'a dit, dit-il. Luther m'a dit que vous le saviez déjà, dit-elle. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit vous-même? » Il vint s'asseoir sur le perron à côté d'elle. Pas près. La distance respectueuse qu'il maintenait toujours, la distance d'un homme qui comprend que la proximité est quelque chose que l'on gagne et non quelque chose que l'on prend. Il posa ses avant-bras sur ses genoux et regarda la cour. « J'étais en colère, dit-il. Je devais en finir avec ma colère avant de vous en parler. » Elle regarda son profil. « Pourquoi en colère? Parce qu'il se sert de vous pour m'atteindre, et il n'y a rien en vous qu'il ait le droit d'utiliser. » Sa voix était plate et égale, et sous cette platitude se trouvait quelque chose qui avait été chauffé puis soigneusement contrôlé. « Vous êtes venu ici, vous avez fait votre travail, et vous n'avez été que droite avec moi. » Et il a pris ça et l'a transformé en quelque chose de sale à raconter dans un saloon. Il resta silencieux un moment. « Ça me met en colère. » Nellie Mae était immobile. Elle s'attendait à beaucoup de cette conversation. Elle s'attendait à du pragmatisme, à la gestion de la situation, à un plan. Elle s'attendait peut-être à une certaine gêne, à une certaine distanciation prudente, la chose que les hommes faisaient parfois quand une femme devenait un handicap pour eux, le lent repositionnement, la façon dont ils reculaient sans dire qu'ils reculaient. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit en colère pour elle. Pas comme ça. Pas la colère propre et simple d'un homme qui croit qu'une injustice a été commise et que l'injustice est le problème. Pas la femme au milieu de tout ça. Elle joignit ses mains sur ses genoux. « Qu'allez-vous faire? » dit-elle. « Je vais aller à Harlow demain voir George Whitmore comme prévu. » Il la regarda. « Whitmore est mon avocat depuis 15 ans. Il connaît Drummond, il connaît le bureau du comté et il sait comment déposer des documents d'une manière qui rend d'autres choses difficiles. » Une pause. Il y a aussi le fait que ce que Drummond a dit est diffamatoire, ce que Whitmore est mentionné comme une possibilité la dernière fois que je l'ai vu. Un procès en diffamation prend du temps et de l'argent, dit-elle. Oui, et ça attire l'attention sur la chose que vous essayez d'arrêter. Aussi, oui. Il la regarda fixement. Que feriez-vous? La question la surprit. Elle resta silencieuse un moment, y réfléchissant sincèrement parce qu'il demandait son opinion réelle, et elle avait appris que Gideon Hart ne demandait pas d'opinion qu'il avait l'intention d'ignorer. « J'irai en ville moi-même, dit-elle. » Il était immobile. « Pas pour me disputer avec qui que ce soit, dit-elle. Pas pour nier quoi que ce soit ou faire une scène, juste pour être vu, pour faire des choses ordinaires dans des endroits ordinaires, acheter de la farine à l'épicerie, m'arrêter au bureau de poste, parler aux gens que j'ai rencontrés. » Elle regarda ses mains. Une histoire sur une femme se propage vite quand la femme est invisible.
Elle se propage plus lentement quand la femme est là, juste sous leurs yeux, et qu'elle est ordinaire. Elle fait une pause. La version de Drummond de moi exige que je sois absente. Je préférerais ne pas lui faire ce plaisir. Gideon resta silencieux un long moment. Ça demande du courage, dit-il. Vargas avait dit la même chose après la confrontation de vendredi. Elle commençait à comprendre que sur ce ranch, cette phrase particulière était la plus haute forme de compliment qu'ils offraient. J'ai pris sur moi toute ma vie, dit-elle. Je suis habitué à ce poids. Il se tourna et la regarda pleinement. Dans l'obscurité du soir, son visage était ouvert comme il l'avait été 3 nuits auparavant à la table de la cuisine. La surface de son être usée par la journée en quelque chose de plus disponible que son expression diurne. « Je veux vous demander quelque chose, dit-il, et vous n'êtes pas obligé de répondre. » Elle attendit, il regarda ses mains. « Saviez-vous que Drummond surveillait ce ranch? » Elle ne s'attendait pas non plus à cette question. « Non, dit-elle. Je connaissais son mode opératoire en général, comment il travaille, comment il met de la pression, mais je ne savais pas qu'il avait jeté son dévolu sur le ranch Hart spécifiquement. » Elle le regarda. « Si je l'avais su, je vous l'aurais dit avant de mettre un pied dans votre cuisine. Je veux être clair à ce sujet. »« Je sais, dit-il. Je ne demande pas parce que j'en doute. Je demande parce que... » Il s'arrêta et pinça les lèvres un moment. « Je demande parce que vous saviez comment il travaillait et vous êtes venu quand même, et je veux comprendre ce que cela signifie sur le genre de femme que vous êtes. » Le ranch était très silencieux autour d'eux. Quelque part au-delà de la clôture, quelque chose appela dans le noir et se tut. « Ça signifie, dit-elle avec précaution, que j'étais à court d'options et de route, et que la meilleure chose disponible était à 7 miles dans une direction, et que j'avais besoin de travail et d'une chambre, et que j'en avais assez de laisser la peur prendre mes décisions. » Elle le regarda. « C'est ce que ça signifie. Ce n'est pas compliqué, et ce n'est pas particulièrement courageux. C'est juste ce qui restait quand tout le reste était parti. » Gideon la regarda un long moment. « Ce n'est pas ce que je vois, dit-il doucement. » Elle s'obligea à soutenir son regard. « Que voyez-vous? » Il resta silencieux assez longtemps pour qu'elle pense qu'il n'allait pas répondre. Puis il dit, « Je vois une femme qui est entrée dans une situation difficile avec les yeux clairs, qui y est restée sans ciller et qui a été utile chaque jour où elle a été ici, d'une manière qui dépasse considérablement le travail pour lequel je l'ai embauchée. » Il fit une pause. « Je vois une femme qui a dit à Silas Drummond en face qu'elle savait ce qu'il était et n'en avait pas peur. » Une autre pause plus courte. « Et je vois une femme qui a fait des brioches à la cannelle un mardi sans raison, sauf qu'elle pensait que l'équipe en avait besoin. » Nellie Mae regarda la cour. Elle pinça les lèvres contre quelque chose qui essayait de sortir de son visage. « La cannelle allait tourner, dit-elle. »« Non, ce n'est pas vrai, dit Gideon. » Et il y avait quelque chose dans sa voix qui était aussi proche de la chaleur qu'elle l'avait entendu de lui. Une sorte de chaleur sèche et prudente, la chaleur d'un homme qui l'a maintenue à une température prudente pendant longtemps et qui la laisse lentement monter. Elle inspira. Elle expira. « Gideon, dit-elle. Qu'est-il arrivé à votre femme? » Elle le dit doucement, et elle le dit de la manière dont elle espérait qu'on lui dise les choses elle-même, simplement et sans artifice. « Vous n'êtes pas obligé de me le dire, mais si vous le voulez, j'écouterai. » Il resta immobile un moment. Puis il dit, « Elle s'appelait Margaret. Elle est morte de la fièvre printanière il y a 4 ans. Nous étions mariés depuis 11 ans. » Il regarda au loin. « Elle dirigeait ce ranch autant que moi. Les comptes, les contrats, les relations avec le comté. Je m'occupais de la terre et des animaux, et elle s'occupait de tout ce qui nécessitait de parler aux gens, de se souvenir des choses et de savoir en quelle année un document avait été déposé. » Une pause. « Quand elle est morte, j'ai perdu environ la moitié de ce qui faisait fonctionner ce ranch, et je ne l'ai pas complètement compris avant de l'avoir déjà perdu. C'est pourquoi Drummond a pu aller aussi loin, dit Nellie Mae, non pas de manière accusatrice, mais en nommant simplement une chose. « Oui, dit Gideon, c'est pourquoi. » Il la regarda. Il attendit. Il attend depuis 4 ans que je sois incapable de gérer ce qu'elle gérait. Le muscle de sa mâchoire se contracta. Je lui ai donné raison. « Non, dit-elle, vous étiez en deuil. Ce sont 2 choses différentes. Elles se ressemblent de l'extérieur, et ce n'est pas votre faute si un homme prédateur n'a pas su les distinguer. » Elle soutint son regard.
ou a su les distinguer et a choisi de l'exploiter, ce qui est considérablement pire et est entièrement de sa faute. Gideon la regarda. Quelque chose sur son visage bougeait, travaillant sur quelque chose qu'elle pouvait voir mais pas nommer exactement. « Vous savez, dit-il finalement, je vous ai engagé à cause des biscuits. »« Je sais, dit-elle, j'ai eu bien plus que des biscuits. »« On m'a dit que mes tarifs sont très raisonnables, dit-elle. » Il a presque souri. Elle l'a vu se produire, le presque, l'endroit où ça a commencé et ne s'est pas tout à fait terminé, et c'était suffisant. Elle laisse rentrer après un moment, et il laisse rester sur le porche, ce qui était devenu leur habitude sans que l'un ou l'autre ne le nomme comme une habitude, et elle s'est allongée dans son lit étroit, à regarder le plafond et à penser à Margaret Hart, qui avait géré les comptes et les contrats et savait dans quelle année un document avait été déposé, et à penser à 4 ans d'un homme essayant de maintenir ensemble quelque chose qui avait été construit pour 2 personnes, et à penser à la façon dont le chagrin ressemble à de la faiblesse pour les gens qui cherchent la faiblesse à exploiter. Elle pensa à George Whitmore et Harlow, au droit sur l'eau et au bureau du comté, et à toute la machinerie que Drummond avait tranquillement assemblée pendant 2 ans. Elle pensa à aller en ville. Elle prit sa décision avant de dormir, et elle se réveilla avec cette décision toujours installée et certaine, comme l'étaient toujours les bonnes décisions le matin. Elle est allée en ville le mercredi. Elle l'a dit à Gideon au petit déjeuner, simplement et sans demander la permission. Car ce n'était pas la permission dont elle avait besoin. Elle lui a dit qu'elle allait à Harlow avec Luther pour la course hebdomadaire de provisions, qu'elle avait l'intention d'être visible et ordinaire, et qu'elle serait de retour pour le souper. Il l'a regardée de l'autre côté de la table, avec ses yeux sombres et fixes, et a dit « Très bien. Et puis, après un moment, « Luther, accompagne-la et reste en vue. »« Oui, monsieur, » dit Luther avec la satisfaction d'un homme qui attendait d'être utile d'une manière spécifique. Elle portait sa belle robe, la bleu foncé qu'elle avait gardée pliée au fond du sac en toile depuis son arrivée, parce qu'elle n'en avait pas eu l'occasion. Elle la portait parce que c'était ce qu'elle avait de mieux, et parce qu'elle n'allait pas en ville avec l'air de quelqu'un qui avait quelque chose à cacher ou dont elle devait avoir honte. Elle allait en ville avec l'air d'une femme qui travaille dur, connaît sa valeur et a des choses à faire. Le trajet jusqu'à Harlow a duré 40 minutes sur la route du chariot. Luther conduisait et ne parlait pas beaucoup, ce qu'elle appréciait. Elle a utilisé ce temps pour se calmer, pour trouver cette immobilité intérieure particulière qui n'était pas la même chose que de ne rien ressentir, mais qui était la gestion appropriée de tous ses sentiments. Elle sut au moment où il descendit dans la rue principale que la nouvelle l'avait précédé. Elle pouvait le sentir dans la façon dont les yeux des gens se déplaçaient vers le chariot. Pas de manière évidente, pas une foule qui s'arrêtait pour regarder, juste ce micro-ajustement particulier de l'attention qui se produit dans une petite ville quand quelque chose dont elle a parlé entre dans la pièce. Elle descendit du chariot avec la main de Luther, comme une courtoisie stabilisatrice, et elle entra dans l'épicerie avec sa liste à la main et son menton à l'angle correct, et elle était Nellie Mae Colton, faisant son travail un mercredi ordinaire. La femme derrière le comptoir avait peut-être 60 ans, les cheveux gris, avec l'air usé et compétent d'une femme qui a dirigé une entreprise toute sa vie d'adulte. Elle regarda Nellie Mae, et il y eut un moment de reconnaissance, puis un moment de décision, puis elle dit « Je peux vous aider », sur un ton qui n'était pas chaleureux, mais pas hostile non plus. Neutre, en attente. « J'ai une liste, » dit Nellie Mae agréablement. « Farine, sel, bicarbonate de soude, haricots secs, café cannelle, si vous en avez. » Elle posa la liste sur le comptoir. « Je suis Nellie Mae Colton. Je suis la cuisinière du Ranch Hart. C'est un plaisir de vous rencontrer comme il se doit. » La femme regarda la liste, puis elle la regarda. « Agnes Plum, dit-elle après un moment. « Madame Plum, dit Nellie Mae, faites-vous votre propre pain ici? » La question surprit suffisamment Agnes Plum pour que quelque chose change dans son expression. « Oui, dit-elle avec précaution. « Je me bats avec l'altitude depuis que je suis arrivée, dit Nellie Mae. Mes biscuits sortaient d'un quart de pouce plus petit qu'ils ne le devraient pendant la première semaine et demie. J'aimerais savoir si vous avez trouvé un ajustement fiable. » Agnes Plum la regarda un long moment. Puis elle contourna le comptoir, commença à prendre des articles sur les étagères et dit « J'ajoute une demi-cuillère à café de levure de plus que ce que la recette demande, et je les roule un peu plus épais. » Et Nellie Mae dit « Est-ce que ça ne les rend pas durs? » Et Agnes Plum dit
Pas si vous ne travaillez pas trop la pâte. Et elles étaient à 3 minutes d'une conversation sincère sur les biscuits avant que l'une ou l'autre n'ait consciemment décidé d'en avoir une. Deux femmes sont entrées pendant que Nellie Mae attendait que la farine soit mesurée. Et elles l'ont vue, et le fait de la voir était visible, mais elle les a regardées agréablement et a dit « Bonjour ». Et l'une d'elles, après une pause, a répondu « Bonjour ». Et c'était tout. Et c'était une si petite chose, et ce n'était pas une petite chose du tout. Elle était au bureau de poste quand elle a vu Drummond. Il était de l'autre côté de la rue, sortant du bureau des terres avec un homme qu'elle ne reconnaissait pas, et il l'a vu au même moment où elle l'a vu, et pendant 3 secondes entières, ils se sont regardés à travers la largeur de la rue principale avec rien entre eux que l'air, la distance et tout ce qui avait déjà été dit et fait. Elle ne détourna pas le regard. Elle n'ajusta pas sa posture ni son expression, ne fit rien du tout, sauf le regardant avec le regard fixé et clair d'une femme qui n'a rien à se reprocher, le sait et a l'intention qu'il le sache aussi. Drummond la regarda, et quelque chose traversa son visage qu'elle n'y avait jamais vu auparavant. Pas de la colère, pas le calcul froid et stratégique qu'elle l'avait vu faire dans la cour de Gideon. Quelque chose qui se situait entre les deux. Quelque chose qui ressemblait, pensa-t-elle, presque au début du doute. Puis il se tourna et partit dans l'autre direction, et elle entra dans le bureau de poste, récupéra le courrier du Ranch Heart et retourna au chariot, où Luther attendait avec les provisions chargées et une expression d'approbation silencieuse sur son visage buriné. « Comment ça s'est passé? » dit-il. « Bien, dit-elle. Elle monta sur le siège du chariot. Agnes Plum ajoute une demi-cuillère à café de levure de plus. Je me suis trompé. Luther la regarda. C'est tout ce que vous allez dire? C'est tout ce qu'il y a à dire. Elle arrangea ses jupes. Ramenez-moi à la maison, Luther. Il conduisit. Elle s'assit à côté de lui sur le siège du chariot, regarda la ville s'éloigner derrière eux et sentit la chose serrée dans sa poitrine commencer progressivement à se desserrer. Elle n'avait pas joué la confiance. Elle n'avait rien joué. Elle avait simplement été présente, ordinaire et elle-même, ce qui était la chose la plus puissante à sa disposition, car l'histoire de Drummond exigeait qu'elle soit absente et diminuée, et aucune de ces choses n'était vraie. Le Ranch Heart apparut à la vue alors que le chariot franchissait la dernière crête. La barrière avec sa seule lettre gravée, la grange, la maison, l'activité particulière de la fin de l'après-midi. Elle le regarda s'approcher et ressentit la même chose que ce premier soir où elle s'était tenue à la cuisinière et avait pensé « Je me sens moi-même ». C'était toujours vrai. Plus vrai maintenant que ça ne l'avait été alors. Gideon était dans la cour quand ils ont franchi la barrière. Il regarda le chariot, puis son visage, et elle lui fit un petit signe de tête. Juste un petit. Juste assez, et quelque chose dans son expression se calma. Il vint aider avec les provisions sans qu'on le lui demande, ce qu'il ne faisait pas d'habitude, et quand elle lui passa le sac de farine à l'arrière du chariot, sa main couvrit brièvement la sienne sur le poids de celui-ci. Le même geste délibéré que 3 nuits auparavant sur le porche, là puis parti. Prudent et sûr. « Whitmore a déposé les droits sur l'eau ce matin, » dit-il doucement. « Avant même que j'arrive. Il avait déjà commencé quand je suis arrivé. » Elle le regarda. « Comment? » Le cousin de Boyd au bureau du comté. Whitmore le connaît depuis 30 ans. Une pause, orifice. Le dépôt est enregistré, primaire et incontesté. Drummond aurait besoin d'un tribunal de district pour le contester. « Ça prend 2 ans, dit-elle. Au minimum. » Ses yeux étaient fixés sur les siens. « Ce n'est pas fini. Il trouvera un autre angle. »« Il essaiera, dit-elle. »« Oui. » Il prit le sac de farine et la regarda un moment dans la lumière de la fin de l'après-midi. « Ça va? »« Je vais mieux que bien, dit-elle honnêtement. J'ai vu Drummond en ville. Je sais. Whitmore en a entendu parler avant que je quitte Harlow. » Quelque chose bougea dans l'expression de Gideon. Il a dit que vous êtes sorti du bureau de poste comme si la rue vous appartenait. Nellie Mae y pensa. Au poids de la présence d'une femme dans un endroit où l'on s'attendait à son absence, à Agnes Plum et à la demi-cuillère à café de levure, à la femme qui avait répondu bonjour. « Je suis propriétaire du sol sur lequel je me tiens, dit-elle. Chaque matin, je prends à nouveau cette décision. » Gideon la regarda un long moment, puis il prit le sac de farine, le porta vers la cuisine et dit par-dessus son épaule. « Le souper dans 1 heure. »
Le souper dans 1 heure, dit-elle. Elle le suivit à l'intérieur. La cuisine l'a reçu comme elle le faisait toujours maintenant, avec la familiarité particulière d'un lieu qui a votre forme, qui connaît le son de vos pas et le poids de votre main sur la poignée de la cuisinière. Elle noua son tablier, alluma le feu et commença la machinerie ordinaire d'un repas dont 8 hommes allaient avoir besoin à la fin d'une longue journée. Elle ne savait pas encore pour la note. Le morceau de papier plié que Drummond avait laissé au bureau de l'évaluateur du comté cet après-midi-là. Celui qui n'était pas encore un dépôt, mais qui était la forme de ce qui allait arriver. L'angle dont Luther avait eu raison, la chose qu'aucun d'eux n'avait encore vue assez clairement. Elle ne le savait pas encore. Ce qu'elle connaissait, c'était la cuisine. Le feu, le poids satisfaisant de la fonte, l'odeur du café, de la sauge séchée et la paix particulière d'une femme qui s'est battue pour sa place dans une pièce, l'a gagnée et a l'intention de la garder. Ce qu'elle savait, c'est qu'elle était chez elle et qu'elle ne partirait pas. La note est arrivée le jeudi matin, glissée sous la porte d'entrée avant que quiconque ne soit réveillé. Nellie Mae l'a trouvée en traversant le salon pour se rendre à la cuisine à 4h30. Un morceau de papier plié sans nom à l'extérieur, ce qui signifiait qu'il était destiné à celui qui le trouverait, ce qui signifiait qu'il était destiné à elle. Elle se tenait dans le salon sombre, le papier à la main, le ranch silencieux autour d'elle, et elle s'obligea à respirer avant de l'ouvrir. C'étaient 3 phrases d'une écriture qu'elle ne reconnaissait pas. D'aspect officiel, soigné. Le bureau de l'évaluateur du comté a reçu une plainte officielle concernant l'arrangement d'emploi au Ranch Hart. La plainte allègue une conduite inconvenante pour un foyer respectable et demande une enquête sur l'aptitude morale des personnes résidant sur la propriété. Vous avez été nommé spécifiquement. Elle le lut 2 fois. Elle le replia le long de ses plis d'origine, le mit dans la poche de son tablier, alla à la cuisine et alluma le feu. Ses mains étaient instables. Elle le remarqua et en fut farouchement et secrètement heureuse, car le reste d'elle n'était pas entièrement stable. La partie d'elle qui avait 34 ans et à qui on avait dit toute sa vie que sa présence était un problème, que son corps était un problème, que l'espace qu'elle occupait était plus que ce à quoi elle avait droit. Cette partie d'elle reconnaissait cette note comme on reconnaît une vieille cicatrice. Pas avec surprise, avec la lassitude particulière de quelque chose de familier qui arrive à nouveau au pire moment possible. Elle fit le café, elle fit les biscuits, elle mit de la table et sortit la nourriture, et quand l'équipe entra, elle les servit, remplit leurs tasses et ne dit rien de la note dans sa poche. Gideon entra en dernier. Il regarda son visage et sut immédiatement que quelque chose s'était passé. Elle avait cessé d'être surprise par la rapidité avec laquelle il la lisait. Elle avait commencé avec prudence à en être reconnaissante. Elle attendit que l'équipe ait mangé et se soit dispersée. Puis elle sortit la note de sa poche et la posa sur la table devant lui sans un mot. Il la lut, il la relut. Il la posa sur la table, appuya sa main à plat dessus et regarda la fenêtre un moment. Le muscle de sa mâchoire travaillait comme il le faisait quand il retenait quelque chose qui voulait désespérément sortir. « L'évaluateur du comté, dit-il. C'est Drummond, dit-elle. Il a quelqu'un là-bas. Je sais qui il a là-bas. Sa voix était très basse. Tom Garfield. Il est dans la poche de Drummond depuis 6 ans. Il la regarda. Une enquête comme celle-ci, c'est conçu pour faire du bruit, pour faire croire qu'il y a quelque chose à enquêter. Le temps que ça se règle, on en a parlé assez longtemps pour que le simple fait d'en parler fasse des dégâts, quel que soit le résultat. Je sais, dit-elle, c'est comme ça qu'il travaille. Gideon la regarda fixement. Nellie Mae. C'était la première fois qu'il utilisait son prénom sans qu'on le lui rappelle. Elle enregistra cela séparément de tout le reste. Le classa à l'endroit où elle gardait les choses qu'elle n'avait pas le temps d'examiner pour le moment. « Dites-moi ce que vous pensez, dit-il. Je pense que George Whitmore doit voir ça aujourd'hui, dit-elle. Et je pense que le nom de Tom Garfield sur un document officiel du comté, agissant sur une plainte de Silas Drummond, est exactement le genre de choses que Whitmore peut utiliser s'il est aussi bon que vous le dites. Il est meilleur que je ne le dis. Alors allez à Harlow ce matin. » Elle le regarda. « N'attendez pas. Je n'en avais pas l'intention. » Il se leva. « Et vous? »« Je serai ici, dit-elle, à faire mon travail. » Elle soutint son regard. « C'est la réponse à tout ça, Gideon. Moi, faisant mon travail si bien que quiconque vienne ici pour enquêter trouve un foyer fonctionnel,
un arrangement professionnel et rien d'autre, parce qu'il n'y a rien d'autre à trouver. Il la regarda un moment. Quelque chose bougeait dans son expression qu'elle apprenait à lire. Ce regard superposé et prudent qui signifiait qu'il décidait de la quantité d'une chose à mettre en mots. Il y a autre chose à trouver, dit-il doucement. La cuisine était très immobile. Elle s'obligea à soutenir son regard. Oui, dit-elle, il y en a, mais c'est entre vous et moi, Wedity, et ça n'a rien à voir avec Silas Drummond, et ce n'est pas à lui de s'en servir. Elle fit une pause. À moins que nous ne le laissions en faire son affaire. Gideon hocha la tête une fois. Il prit son chapeau. À la porte, il s'arrêta. Quand je reviendrai, dit-il, j'aimerais avoir une conversation. Pas à propos de Drummond. Elle comprit ce qu'il voulait dire. Très bien, dit-elle. Il partit à cheval et elle resta dans la cuisine, les deux mains à plat sur la table, respirant à travers tout le poids de ce qu'elle portait, qui était considérable. Puis elle prit le torchon et se mit au travail, car la cuisine avait besoin d'être nettoyée, le souper planifié et l'équipe nourrie. Et ces choses ne s'arrêtaient pas pour Silas Drummond, les évaluateurs du comté ou l'espoir terrifiant et spécifique qui vivait dans sa poitrine depuis 2 semaines maintenant, comme quelque chose qu'elle avait peur de regarder directement. De peur que le regarder ne le fasse disparaître. C'est Vargas qui vint la voir 1 heure plus tard. Il entra dans la cuisine sans son chapeau, ce qui était inhabituel, et il se tint à l'entrée avec une expression qu'elle n'avait jamais vue sur lui auparavant. Pas la réserve vigilante à laquelle elle s'était habituée, pas la distance prudente qu'il avait maintenue jusqu'à récemment. Il ressemblait à un homme qui a décidé de faire quelque chose de difficile et a dépassé le point de reconsidération. « J'ai besoin de vous dire quelque chose, dit-il. »« Dites-moi, dit-elle. » Il vint s'asseoir à la table, sans y être invité, ce qui était aussi inhabituel, et il posa les 2 mains à plat sur le bois, les regarda et dit « Je connais Tom Garfield. » Elle se retourna. « Pas bien, dit Vargas. Au Sebedichaz, mais assez. Nous étions tous les deux de jeunes hommes dans ce comté en même temps, avant qu'il n'aille travailler pour le bureau de l'évaluateur. » Il leva les yeux vers elle. « Ce n'est pas un mauvais homme, et c'est un homme qui a pris la décision il y a 6 ans de prendre l'argent de Drummond parce qu'il avait une famille à nourrir, que l'argent était là et qu'il s'est dit que c'était une petite chose. » Une pause. Les petites choses ont une façon de devenir la forme de votre vie avant que vous ne le remarquiez. Nellie May s'assit en face de lui. « Que me dites-vous, Vargas? » « Je vous dis que je pense que si quelqu'un parlait à Tom Garfield directement, pas par l'intermédiaire d'un avocat, pas officiellement, il soutint son regard. Je pense qu'il pourrait être fatigué d'être la forme de cette petite décision. » Elle resta silencieuse un moment. « Vous voulez lui parler. Je pense que je devrais être celui qui le fait. » Il regarda de nouveau ses mains. « Je savais pour Clara Marsh et je n'ai rien dit. Et ça a coûté à Gideon 2 ans à porter quelque chose qui n'était pas à lui de porter. » Il pinça les lèvres. « Je n'ai pas l'intention de faire la même erreur 2 fois. » Nellie May regarda cet homme qu'il avait observé avec suspicion pendant 3 semaines et qui était lentement, à contre-cœur, devenu quelque chose qu'elle n'attendait pas. Pas un ami exactement, quelque chose de plus utile qu'un ami. Quelqu'un qui avait décidé qu'elle valait la peine de l'inconfort de changer d'avis. Si Garfield retire la plainte avant que Whitmore ne dépose une réponse, dit-elle lentement, alors il n'y a rien d'enregistré, rien à enquêter. C'est ce que je pense, dit Vargas. S'il refuse, nous ne serons pas dans une situation pire que maintenant. C'est aussi ce que je pense. Elle le regarda un long moment. Allez-y aujourd'hui, avant que Whitmore n'arrive. Vargas se leva et prit son chapeau. Il était presque à la porte quand elle dit « Vargas ». Il s'arrêta. « Merci, dit-elle, d'avoir vu les choses différemment qu'au début. » Il resta silencieux un moment. « Vous n'avez pas rendu facile de continuer à vous voir comme je vous voyais, dit-il. » Et il y avait quelque chose dans sa voix qui était aussi proche de la chaleur qu'elle ne l'avait jamais entendu de lui. Puis il fut parti. Elle resta assise à la table de la cuisine pendant 1 minute entière après son départ, ce qu'elle ne s'autorisait généralement pas au milieu d'une journée de travail. Elle s'assit et elle pensa à la forme d'un mois. À franchir une barrière sans rien et à ce qu'elle avait maintenant, ce qui n'était pas rien, ce qui était la chose la plus éloignée de rien. Elle pensa à son père, à ce qu'il aurait dit de cette cuisine, de cette équipe, de l'homme qui était parti à cheval pour Harlow ce matin parce qu'il n'était pas le genre d'homme à atteindre pour les choses qui devaient être faites.
Elle pensa à ce qu'il aurait dit de Pete Vargas à Lentonville pour parler à un homme qu'il connaissait parce qu'il avait décidé que le coût de rester silencieux était plus élevé que le coût de parler. Il aurait dit, Nell, fais attention aux gens qui changent d'avis. Changer d'avis demande plus que de la conviction. Ça demande du caractère. Elle se leva et prépara le repas de midi, car l'équipe avait besoin d'être nourrie malgré tout le reste, et parce que garder ses mains en mouvement était la chose qui empêchait le reste d'elle de sombrer dans le genre de peur qui n'avait aucune utilité, le genre qui s'assoit simplement dans votre poitrine et consume ce qu'il y trouve. Gideon est revenu à 2 heures de l'après-midi. Il est entré dans la cuisine et elle a pu lire dès le premier regard sur lui que quelque chose avait changé. Il a posé son chapeau sur la table, s'est assis et a dit « Whitmore était déjà au courant de la plainte. Il avait le document en main avant que j'arrive. » Elle s'assit en face de lui. « Comment? » « Agnes Plum, dit Gideon. « Apparemment, vous avez fait une forte impression mercredi. » Nellie May le fixa. Agnes Plum est parlé à Whitmore. Agnes Plum connaît George Whitmore depuis 30 ans et elle lui a dit ce qu'elle a vu dans son magasin mercredi, c'est-à-dire une femme faisant son travail professionnellement et étant traitée avec un manque de respect par une rumeur qui ne correspondait pas à la personne qui se tenait devant elle. Il la regarda fixement. Whitmore dit que l'opinion d'Agnes Plum a plus de poids dans ce comté que l'argent de Drummond, et elle a maintenant déclaré officiellement que la plainte est sans fondement. Nellie May posa les 2 mains à plat sur la table et respira. « Il y a plus, dit Gideon. Vargas a eu Garfield. » Elle leva les yeux. Il a retiré la plainte à midi. Gideon soutint son regard. Vargas lui a parlé pendant 20 minutes et Garfield l'a retiré. Il a dit qu'il l'avait déposé sous pression et que son évaluation professionnelle ne soutenait pas l'allégation. Une pause. Whitmore dit que cette déclaration de Garfield, combinée au témoignage d'Agnes Plum et au dépôt des droits sur l'eau d'hier, nous donne assez pour poursuivre une contre-plainte contre Drummond pour harcèlement et utilisation frauduleuse des processus du comté. La cuisine était très silencieuse. Il a outrepassé ses droits, dit-elle. Il est devenu impatient, dit Gideon. Les hommes comme Drummond sont patients jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus, et quand ils cessent d'être patients, ils agissent trop vite et laissent des failles. Il regarda la table. Vous me l'avez dit. La façon dont il a travaillé avec votre père. Il a été patient pendant 12 ans, puis il a agi, et il a agi salement. Il pensait que vous étiez seul, dit-elle. Il pensait que vous n'aviez personne pour vous aider à gérer la paperasse, les relations et à savoir qui appeler. Elle fit une pause. Il a mal calculé. Oui, dit Gideon, il la regarda. Il a considérablement mal calculé. La façon dont il le dit ne laissait aucune ambiguïté sur ce qu'il voulait dire. Elle s'obligea à soutenir son regard. Dans la lumière de l'après-midi, son visage était ouvert et calme, et elle avait fait beaucoup de chemin en 1 mois pour apprendre à le lire. Et ce qu'elle lisait maintenant était quelque chose qu'elle avait soigneusement évité de lire pendant 2 semaines, parce que le lire signifiait décider quoi en faire, et décider quoi en faire était la chose la plus effrayante qui s'offrait à elle. Plus effrayant que Drummond, plus effrayant que la note sous la porte, plus effrayant que tout le reste. « Vous avez dit ce matin, commença-t-elle. « J'ai dit que je voulais avoir une conversation, dit-il, quand je reviendrai. Vous êtes de retour. Je le suis. » Il regarda ses mains sur la table, puis elle. « J'ai essayé de trouver comment dire cela d'une manière qui soit juste pour vous, qui ne vous mette pas dans une position que vous n'avez pas demandée. » Il fit une pause. « Je ne suis pas tout à fait sûr d'y être parvenu. Je vais le dire quand même parce que je pense que vous méritez que ce soit dit clairement. » Elle attendit. « Quand Margaret est morte, dit-il, je me suis dit que cette partie de ma vie était terminée. Pas comme une punition, juste comme un fait. Certaines choses n'arrivent qu'une fois, c'est tout, et vous portez ce qu'elles vous ont donné et vous avancez. J'ai cru ça. Je l'ai cru pendant 4 ans. Et maintenant, dit-elle doucement, et maintenant, vous êtes dans cette cuisine depuis 1 mois, et j'y crois considérablement moins. » Il soutint son regard. « Je ne suis pas un homme qui dit des choses qu'il ne pense pas, Nellie May. Vous le savez à présent. »« Je le sais, dit-elle. Alors je vais le dire clairement. » Il se pencha légèrement en avant. « J'aimerais vous faire la cour, dans les règles, si vous le voulez bien, au rythme dont vous avez besoin, avec les conditions que vous voudrez y mettre. Je ne demande rien d'autre que la permission d'essayer. » Il fit une pause.
Et je le demande parce que je le veux, pas à cause de quoi que ce soit d'autre, pas à cause de Drummond ou du ranch ou de toute considération pratique. Juste parce que vous êtes la personne la plus honnête qui ait franchi cette barrière depuis aussi longtemps que je me souvienne, et j'aimerais plus de votre honnêteté dans ma vie. La cuisine retint le silence entre eux. Nellie Mae pensa à une femme assise sur une valise sur une route à l'extérieur de Red Rock, se demandant s'il lui restait quelque chose qui valait la peine d'être sauvé. Elle pensa aux mains tremblantes de cette femme et à la décision de ramasser la valise quand même et de continuer à marcher, parce que s'asseoir signifiait être d'accord avec tous ceux qui lui avaient dit qu'elle était trop et pas assez et jamais de la bonne forme pour quoi que ce soit de bon. Elle pensa à 7 miles de route et à une barrière avec une seule lettre gravée au fer rouge, et à un homme qui avait regardé son visage et non son corps, et lui avait serré la main comme si elle était un fait digne d'être connu. Elle pensa à un mois de matin, au feu, aux biscuits, au café et à la qualité particulière d'une cuisine qui a été habitée plutôt que simplement utilisée. Elle pensa à Tommy et au gâteau à la mélasse, à Luther et à son commentaire sur la tarte aux pommes, et à Vargas qui avait changé d'avis parce que le caractère est plus difficile que la conviction. Elle pensa à Agnes Plum et à la demi-cuillère à café de levure, et à la femme qui avait répondu bonjour. Elle pensa aux mains de son père comptant les chiffres à la lueur de la lampe, à la voix de sa grand-mère dans la cuisine quand elle était petite, patiente et sûre, lui apprenant que la bonne nourriture n'est pas une question de recette. C'est une question de l'attention que vous y portez. Elle avait porté toute son attention à cet endroit, et cet endroit l'avait reçu. « J'ai besoin que les choses aillent lentement, dit-elle. Trop d'hommes m'ont dit trop de choses trop vite, des choses qu'ils pensaient sur le moment et pas après. J'ai besoin de lenteur, d'honnêteté. Il est que vous compreniez que je ne suis pas la même femme qui a franchi cette barrière. Et certains jours, je cherche encore qui est la nouvelle femme. » Lentement, dit Gideon. Et honnêtement, je peux faire les deux. Je sais que vous le pouvez, dit-elle. C'est pourquoi je dis oui. Quelque chose traversa son visage. Pas le presque sourire qu'elle avait catalogué pendant un mois de soirée. Un vrai. Plus plein qu'elle ne l'avait vu de lui, plus jeune. Le visage sous la surface burinée d'un homme qui a été prudent pendant longtemps, s'autorisant brièvement à être autre chose. Elle le sentit dans sa poitrine comme le premier jour chaud après un long hiver. Il tendit la main de l'autre côté de la table et posa sa main sur la sienne. Ce même geste délibéré, prudent et sûr, et cette fois il ne la retira pas tout de suite. Il la laissa là, et elle retourna sa main et la tint, et ils restèrent assis comme ça, à la table de la cuisine dans le calme de l'après-midi, avec le bruit du ranch qui continuait autour d'eux, et rien de tout cela ne leur demandant quoi que ce soit pour les prochaines minutes. « Gideon, dit-elle. La cannelle allait vraiment tourner. Il rit, elle ne l'avait jamais entendu rire auparavant, pas pleinement, et c'était un bon son, le genre de son qui a été absent d'un endroit assez longtemps pour que son retour change l'air. Elle le sentait encore quand Luther apparut à l'entrée de la cuisine, lut la pièce en environ une seconde et dit avec l'innocence magnifiquement étudiée d'un homme qui attendait cela depuis 3 semaines. « Pardonnez-moi, je voulais juste savoir si le souper était toujours à l'heure. » « Le souper est toujours à l'heure, » dit Nellie Mae sans détourner le regard de Gideon. « Oui, madame, » dit Luther et se retira avec une vitesse qui n'était pas subtile. Elle l'entendit dans la cour un moment plus tard, disant quelque chose à Boyd, et elle entendit Boyd répondre quelque chose, puis le rire de Luther roulant à travers la cour, grand, simple et plein de satisfaction. Elle pinça les lèvres contre son propre sourire, se leva et remit son tablier parce qu'il y avait du travail à faire. Gideon resta assis à table pendant qu'elle se déplaçait dans la cuisine, et ce n'était pas la première fois qu'il le faisait, mais c'était différent maintenant. Le fait d'être assis, de regarder, ça avait une qualité différente, une qualité déclarée, quelque chose qui n'avait pas été nommé pendant des semaines et qui était maintenant nommé, et le fait de le nommer avait changé son poids sans changer sa nature. Il l'aida à porter le souper à table quand il fut prêt, ce qu'il ne faisait pas d'habitude, et Luther le vit et ne dit rien. Mais l'expression sur son visage était un paragraphe complet et éloquent. Tommy le vit, regarda entre eux, puis regarda son assiette avec l'instinct diplomatique d'un jeune de 17 ans qui a appris quand ne pas poser de questions. Vargas revint de Harlow, poussiéreux et fatigué,
regarda la pièce et hocha la tête une fois, comme un homme confirmant quelque chose qu'il savait déjà. Le souper ce soir-là fut le plus bruyant qu'il ait été depuis son arrivée. Luther raconta une histoire sur une mule du Tennessee qui dura beaucoup plus longtemps que nécessaire et en fut plus drôle. Tommy dit quelque chose qui surprit tout le monde, y compris lui-même, et devint rouge jusqu'aux oreilles. Boyd, qui avait 19 ans et avait passé 6 semaines à être principalement silencieux, fit une blague qui fit mouche et parut si surpris de son succès que la table rit 2 fois, une fois pour la blague et une fois pour Boyd. Gideon était assis en bout de table, ne jouait aucun rôle et n'en avait pas besoin. Il était simplement là, comme il était là, entièrement et sans excuse. Et la table s'organisa autour de lui comme elle l'avait toujours fait et le ferait toujours. Nellie Mae se déplaçait parmi eux, remplissant les tasses, gardant le panier de biscuits plein, écoutant le bruit. Et elle le sentit, comme elle l'avait senti ce premier soir, mais en plus grand maintenant, plus certain, usé par un mois de matin, en quelque chose en quoi elle pouvait avoir confiance. Elle avait sa place ici, pas parce que quelqu'un lui avait donné la permission d'appartenir, pas parce qu'elle avait été acceptée selon des termes que quelqu'un d'autre avait fixés. Elle avait sa place ici parce qu'elle s'était présentée, avait fait c'est présentée, avait fait le travail, était restée pendant les moments difficiles et avait gagné chaque centimètre du sol sur lequel elle se tenait. Après le souper, après que l'équipe soit partie, que la vaisselle soit faite et que la cuisine soit propre, Gideon resta à table avec son café et elle s'assit en face de lui. Le soir entra par la fenêtre et la lampe brûla faiblement entre eux. Elle pensa à Drummond, à la plainte pour fraude que Whitmore préparait maintenant, au droit sur l'eau enregistré, au retrait de Garfield et au témoignage d'Agnes Plum. Ce n'était pas fini. Elle savait que ce n'était pas fini. Les hommes comme Drummond ne finissent pas facilement. Mais le terrain était différent maintenant. Le terrain avait du papier sous lui, des témoins et un avocat qui prenait un plaisir sincère à la défaite technique de l'injustice. Et il y avait Vargas, qui avait changé d'avis, et Luther, qui avait été constant dès le premier matin, et Tommy, qui grandissait plus vite qu'il ne le savait. Et il y avait un propriétaire de ranch qui s'asseyait en bout de la table de son père, et qui pensait ce qu'il disait, et disait ce qu'il pensait, et qui avait demandé la permission avant de faire un seul pas. Il y avait elle. Elle regarda Gideon de l'autre côté de la table dans la faible lumière, et elle pensa à la femme sur la route à l'extérieur de Red Rock, à la barrière, aux 7 miles et à tous les pas entre cette femme et celle-ci. Elle avait fait chacun de ses pas elle-même. Personne ne l'avait portée. Personne ne l'avait sauvée. Elle était arrivée à cette table par la force accumulée de son propre refus d'être achevée, et elle allait rester à cette table par la même force, appliquée quotidiennement avec la même attention têtue et patiente qu'elle apportait à tout le reste. Ce n'était pas la vie qu'elle avait prévue quand elle avait plié les affaires de son père dans un sac en toile et était sortie d'une maison qui ne lui appartenait plus. Elle n'avait rien prévu de tout cela. Elle avait seulement prévu de survivre, et la survie l'avait menée ici, à cette cuisine, à cette équipe, à cet homme particulièrement prudent qui avait regardé son visage, lui avait serré la main et lui avait donné un salaire honnête et une excellente cuisinière. Elle était venue avec la Bible de son père, les recettes de sa grand-mère et le dernier reste dur de son propre refus d'abandonner, et elle avait construit à partir de ces matériaux bruts quelque chose qui valait la peine d'être gardé, quelque chose qui valait la peine de se battre, quelque chose qui était, de toutes les manières qui comptaient, entièrement et irréversiblement à elle. Nellie Mae Colton avait franchi une barrière sans rien posséder. Et elle avait transformé ce rien en un tout, un biscuit, un matin, une journée honnête à la fois, et elle ne repartirait plus jamais.